Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, présents ici physiquement ou derrière votre écran. Bienvenue à notre table ronde ce soir intitulée « Sortiermaschinen », trieuse en français, la réinvention de la frontière au XXIe siècle, pour reprendre le titre d'un récent ouvrage du sociologue allemand Steffen Mao, paru cette année aux éditions Mercator de Munich, pas encore traduit. Le livre, il est ici. La chute du mur de Berlin, il y a déjà plus de 30 ans, avait entretenu pendant quelques années l'illusion que les frontières étaient devenues plus perméables pour les individus. Dans le même temps, la mondialisation, favorisée par les accords conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce et de l'OCDE, avait permis un développement spectaculaire des échanges de marchandises, de capitaux et de services. La dernière décennie a toutefois montré que, du moins pour les personnes, le rêve de la libre circulation s'est brisé. Les mouvements de population induits par les conflits de diverses natures, la pauvreté et le dérèglement climatique, ont conduit de nombreux États à ériger les barrières à l'entrée sur leur territoire. À l'intérieur même de l'Union européenne, symbole par excellence de la liberté de circulation, une circonstance inattendue, la crise sanitaire, s'est traduite par une fermeture de certaines frontières intracommunautaires. Alors que les marchandises, les capitaux et les services continuent à circuler librement dans le monde, à quelques exceptions près, de plus en plus d'êtres humains sont bloqués aux frontières ou refoulés dans les conditions indignes. Les exemples récents, je pense, seront cités tout à l'heure pendant le débat. Les mécanismes mis en place pour freiner la circulation sont de plus en plus efficaces entre guillemets, aidés en cela pour les nouvelles technologies, drones, reconnaissance faciale, numérisation. La notion même de frontière évolue, le lien entre territoire national et frontières pouvant être délocalisé vers des avant-postes situés dans un autre pays. La mondialisation est devenue une redoutable machine à trier entre les heureux élus qui peuvent franchir les frontières sans entrave et les damnés de la terre, pour reprendre une expression bien connue, qui sont refoulés au terme d'un long voyage. Pour citer Steffen Mao, le visage de Janus de la mondialisation n'est nulle part plus apparent qu'aux frontières du XXIe siècle. Nous sommes très heureux que M. Steffen Mao, que nous avions déjà eu le plaisir d'accueillir à l'occasion de la publication de son ouvrage précédent, Lutten Klein, ait accepté de nous présenter ce soir son nouveau livre « Sortiermaschinen ». Dans son ouvrage, il se livre à une analyse très poussée et documentée des évolutions auxquelles nous assistons. Monsieur Mao, né à Rostock, est professeur de macro-sociologie à l'université Humboldt de Berlin. Je vais citer un petit peu quelques stations de sa carrière. Après avoir étudié la sociologie et les sciences politiques à l'Université libre de Berlin et à l'Université de Bristol, il a obtenu un doctorat à l'Institut universitaire européen de Florence. En tant que professeur de sociologie politique, M. Mao a travaillé pendant 11 ans à l'Université de Brême. Ses recherches portent sur la sociologie de l'inégalité sociale, la transnationalisation, l'intégration européenne et la migration. Et de 2012 à 2018, il a été membre de la commission scientifique du Wissenschaftsrat et il est également membre de l'Académie des sciences de Berlin-Brandenburg. Il a aussi été professeur et je pense même professeur et boursier au Centre d'études européennes et de politique comparée Sciences Po à Paris, à l'Université suédoise d'Umeå et à la London School of Economics, entre autres. Ce qui est, je pense, ce qui mérite d'être cité, c'est le fait que début de cette année,
Monsieur Mao a reçu le Leibniz-Preis, le prix de la fondation de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, considéré comme une des distinctions scientifiques les plus importantes en Allemagne pour récompenser les analyses sociologiques innovantes, transformations sociales marquant la période actuelle qui caractérise son travail. Pour donner la réplique à M. Mao, nous nous sommes adressés à un grand spécialiste français, M. Stéphane Rosière, géographe politique et professeur des universités depuis 2006 au département de géographie à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. M. Rosière est depuis 2007 directeur de publication de la revue en ligne L'Espace politique, revue de géographie politique et géopolitique. Il est membre du Comité national français de géographie, dont il a dirigé de 2004 à 2010 la commission de géographie politique et géopolitique au sein de cette instance. Il représente la France dans le cadre de la commission de géographie politique de l'Union géographique internationale. Et il est notamment l'auteur de Le nettoyage ethnique, terreur et peuplement, paru en 2006, et de Géographie politique et géopolitique, une grammaire de l'espace politique, paru en 2007. Et en février 2020, Monsieur Rosière a publié l'ouvrage Frontières de fer, le cloisonnement du monde, paru chez Sileps. Je remercie Monsieur Thomas Wieder, correspondant du Monde à Berlin, dont nous avions déjà apprécié les qualités d'intervenant et de modérateur, d'avoir accepté d'assurer l'animation de notre soirée. Thomas Wieder est ancien élève de l'école normale supérieure, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'une maîtrise d'histoire et de l'agrégation dans cette discipline. Et de 2014 à 2016, il a été rédacteur en chef du desk et chef du desk politique du Monde à Paris, et où vous travaillez au Monde depuis 2011, si je suis bien renseignée, et maintenant vous êtes correspondant d'ailleurs réputé et dont on lit vraiment avec grande passion les articles à Berlin. Je vous passe la parole, Monsieur Vida. Merci, bonsoir, guten Abend. Je suis heureux d'être ici et merci pour votre accueil et vos mots très très sympathiques. D'autant plus heureux que la dernière fois que nous avions échangé avec Stephen Mao à propos du livre Lutenklein qui vient de paraître en français, c'était les frontières nous avaient joué un tour, puisque les frontières fermées nous avaient empêché justement d'être physiquement présents ici. Mais grâce à la magie du online, en fait, les frontières avaient été abolies et finalement nous nous étions retrouvés, nous avions surmonté les frontières. En venant ici, il se trouve que le hasard de l'actualité du calendrier m'a amené il y a 3 jours à une frontière qui est la frontière germano-polonaise, plus exactement à Francfort-sur-l'Oder, donc une ville à peu près une centaine de kilomètres à l'est de Berlin, parce que il est beaucoup question de cette frontière ces jours-ci, avec l'arrivée à nouveau de migrants venant du Moyen-Orient, qui transitent par la Biélorussie, qui ensuite franchissent dans des conditions parfois terrible, la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. J'en ai rencontré plusieurs qui arrivent en Allemagne, justement à Francfort-sur-l'Oder, notamment parce qu'il y a un pont sur ce petit fleuve qu'est l'Oder, mais qui a une grande résonance historique liée évidemment à la Deuxième Guerre mondiale. Et certains ont franchi, que j'ai rencontrés, avaient franchi à la fois la frontière biélorusse, puis la frontière entre la Pologne et l'Allemagne à pied. Pour tenter d'arriver en Allemagne, où pour beaucoup ils ont été cueillis par la police aux frontières. Alors même qu'il y a tout un débat qui émerge ces jours-ci en Allemagne sur le fait de savoir s'il faut ou non rétablir des contrôles à cette frontière, à la frontière avec la Biélorussie. Enfin bref, ce thème des frontières revient dans l'actualité. Et en
en faisant ce reportage, je me rappelais que j'étais, en l'espace de 3 ans, ou en l'espace de 2 ans et demi, venu 2 fois à Francfort-sur-l'Oder, toujours au sujet des frontières. Une première fois, c'était il y a 1 an et demi, quand la pandémie a commencé, que l'Allemagne a fermé sa frontière avec la Pologne, et dans des conditions très très différentes. Là, on était en crise sanitaire. Je me souviens surtout que je n'avais quasiment pas, enfin, j'avais eu un mal fou en fait à arriver à cette frontière, parce qu'il y avait 40 kilomètres de bouchons sur l'autoroute pour pouvoir franchir cette frontière, où en fait finalement tout le monde, dans le contexte de la crise sanitaire, était relégué à la frontière, en tous les cas pouvait très difficilement passer. Alors que quand j'y suis venu la semaine dernière, moi j'étais un parfait citoyen de l'Union européenne, et pour moi la frontière n'existait pas, alors que les interlocuteurs à qui je parlais, les migrants, eux, vivaient l'expérience de la frontière de façon très très intime. Et je suis venu une 3e fois, entre ces deux, voilà, c'était il y a 1 mois et demi, aussi à Francfort-sur-l'Oder, décidément. Et là, c'était pour une rencontre avec Annalena Baerbock, la candidate des Verts aux élections fédérales allemandes, qui était venue à Francfort-sur-l'Oder avec Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand du gouvernement de Gerhard Schröder. Et pourquoi était-il venu là ? Parce que on était donc à peu près 1 mois et demi, on était mi-août, je crois, 1 mois et demi avant les élections législatives allemandes, et la candidate Annalena Baerbock a toujours raconté dans sa biographie que l'un des moments, enfin, qui a compté dans son engagement politique, on était, je crois, en 2004, c'était au moment de l'élargissement où la Pologne a rejoint l'Union européenne. Il y avait eu un événement, donc Fischer était ministre des Affaires étrangères, sur le pont, toujours ce pont, à la frontière entre Słubice, la ville qui est côté polonais, et Francfort-sur-l'Oder, où le ministre des Affaires étrangères polonais était venu. Et il y avait une sorte de fête ce soir-là. C'était la nuit, il y avait des journalistes, il y avait des citoyens lambda, ordinaires, comme l'était Annalena Baerbock, qui était une jeune, à l'époque, assistante parlementaire d'un député européen. Et ce pont, cette soirée-là, symbolisait l'ouverture de la frontière. Et donc, j'étais venu là pour faire un papier, justement, sur cette rencontre. Et du coup, pourquoi je raconte ces 3 souvenirs qui sont liés à un même endroit en l'espace de quelques mois seulement d'intervalle, c'est parce qu'en lisant le livre de Stefan Mau et puis vos écrits aussi, Monsieur Rosière, en fait, ça résonne avec ce que vous dites, me semble-t-il, l'un et l'autre. C'est-à-dire que la frontière, il y a une même frontière physique peut, à travers le temps, d'une part, en fonction du contexte politique, du contexte géopolitique, être une frontière étanche, être une frontière poreuse, voire une frontière abolie, voire une frontière ressuscitée, mais pas seulement en fonction du contexte politique ou des impératifs liés par exemple à une crise sanitaire, mais je crois que ce sont des choses sur lesquelles vous insistez tous les deux aussi, en fonction, la frontière n'a pas le même sens en fonction de qui on est. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, si on a la chance d'avoir un passeport de l'Union européenne, de citoyen européen, si on a la malchance d'être un migrant, voilà, une même frontière, un même moment, un même jour peut avoir des significations tout à fait différentes. J'en finis là avec cette brève introduction, peut-être pour vous donner d'abord un petit peu le mode d'emploi de cette soirée. Nous avons jusqu'à peu près 21h15 pour discuter ensemble. Je dis à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'ils peuvent intervenir, vous en avez sans doute l'habitude, par écrit. Les questions on m'a dit qu'elles me seront transmises, et donc je pourrai les relayer à nos 2 intervenants. Mais avant que nous discutions donc à la fois avec ceux qui nous regardent et puis ceux qui nous ont fait le plaisir d'être ici ce soir, d'abord je donne la parole à Monsieur Mau, puis à Monsieur Rosière, pour en gros, 1/4 d'heure chacun de présentation de leur thèse respective sur ce sujet des frontières.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, auch die freundliche Einführung und natürlich auch an Herrn Rosier, dass er sich hier bereit erklärt, mit mir ein bisschen zu diskutieren. Aber wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir uns wahrscheinlich nicht so richtig streiten werden, was vielleicht auch nicht schlimm ist. Vielleicht ergänzen sich unsere Perspektiven. Ich habe ein paar wenige Folien vorbereitet, nur um ein paar Dinge auch zu illustrieren, die ich hier gleich vortrage. Okay, muss noch angeschaltet werden. Herr Wieder hatte das ja schon angedeutet, also dass ich in dem Buch eine spezifische These versuche zu entwickeln. Und zwar, indem ich Grenzen als Sortiermaschinen bezeichne. Und das Buch ist jetzt vor 2 Monaten in Deutschland erschienen und ist auch interessant, was man für Reaktionen bekommt, weil dieses Buch schon versucht, eine andere Art von Perspektive auf die Grenzen zu nehmen, als wir sie gewöhnlich haben. Frau Dreußen hat das angesprochen, dass die große Erzählung der letzten 30 Jahre ja die Erzählung der Globalisierung ist und Globalisierung verstanden als Öffnung, als Grenzabbau, als Grenzporosität, auch als gesteigerte Möglichkeit, mobil zu sein, Grenzen zu überwinden. Das ist so eine Urerfahrung von uns allen gewesen. Und sicherlich ein Ausgangspunkt ist der 9. November 1989 gewesen. Ich war selbst damals Soldat bei der Nationalen Volksarmee und stand zu dem Zeitpunkt Wache, aber nicht an der Grenze glücklicherweise, sondern an der Kaserne im Norden von Ostdeutschland. Und wir hatten illegalerweise so ein kleines batteriegetriebenes Radio und haben damit Rias Berlin gehört. Und man musste immer so 2 Stunden Wache stehen, 2 Stunden Bereitschaft und 2 Stunden schlafen. Und dann haben wir uns das Radio mehr zugesteckt, weil das war so schlechtes Wetter. Und es war auch dann sehr einsam, weil man da eben vor dieser Kaserne rumstand. Und dann habe ich gehört, Rias Berlin, die Stimme aus der freien Welt. Und dann machte gerade die Mauer auf. Der stand irgendwo an der Invalidenstraße oder an der Bornholmer Straße, das weiß ich nicht mehr ganz genau, der Reporter, und hat gesagt, die Grenze ist auf, das ist das Ende der DDR. Es waren sehr weise und sehr vorausschauende Worte, weil klar war, dass die DDR eigentlich ohne diese Einschlussgrenze nicht mehr überlebensfähig ist und dann auch letzten Endes auf ihr Ende zutaumelt. Und das ist ein bisschen auch natürlich der Hintergrund, warum mich die Grenze so intensiv interessiert und auch beschäftigt hat in den letzten Jahren. Ich würde vielleicht mal ein paar wenige Zahlen nennen, um zu verdeutlichen, wie stark eigentlich grenzbezogene Öffnungsprozesse auf unser soziales Leben durchgeschlagen haben. Die Internationale Tourismusorganisation hat im Jahr 1950 25 Millionen touristische Reisen gezählt. Kurz vor der Corona-Krise im Jahr 2019 hatten wir 1,6 Milliarden, also eine Versechzigfachung der Grenzüberschreitung, also eine dramatische Steigerung. Es gibt Daten, wo die deutsche Bevölkerung befragt wird, wie oft sie eigentlich im Ausland ist und ob sie überhaupt schon mal im Ausland war. Und da gibt es eine Befragung von Allensbach, das ist ein Befragungsinstitut aus den 50er Jahren, und da sagen 40%, glaube ich, der Deutschen, sie sind in ihrem Leben schon mal im Ausland gewesen. Die meisten davon im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, zum Beispiel als Besatzungssoldaten. Ich habe selber einmal eine Survey-Befragung gemacht, da haben wir die Leute gefragt, ob sie in den letzten 12 Monaten, also nicht in ihrem Leben, sondern in den letzten 12 Monaten im Ausland gewesen sind. Da haben 80% der Deutschen gesagt, ja, wir sind im Ausland gewesen. Also eine dramatische wirklich Steigerung und damit natürlich auch eine wachsende Illusion oder eine wachsende Vorstellung, dass Grenzen eigentlich keine so große Rolle mehr spielen. Also es gibt eigentlich eine Veralltäglichung der Grenzüberschreitung. Und das ist eine Perspektive, die man auf die Globalisierung gewinnen kann, aber es ist natürlich nicht die gesamte Geschichte, sondern es gibt auch so etwas, was ich Schließungsglobalisierung nenne. Das ist erstmal ein bisschen kontraintuitiv, weil Globalisierung von uns immer eben als Öffnung oder als Öffnungsnarrativ verstanden wird. Aber sie ist gleichzeitig eben ein sehr intensiver Schließungsprozess, auch ein Prozess des Ausschlusses, der Exklusion, der Zurückweisung und auch der Grenzselektivität. Gucken wir, ob ich hier jetzt weiterklicken kann.
Okay. Vor ein paar Jahren bei der Europawahl gab es eine Partei, die ist da angetreten, die war für eine kurze Zeit in Deutschland auch mal relativ bedeutsam, jedenfalls in Berlin, die ist Piratenpartei und die hatten so ein Plakat, da stand drauf, die Grenzen sind so 80er. Also die Grenzen sind eigentlich Relikte der Vergangenheit. Und Herr Wieder hat das jetzt schon intensiv natürlich beschrieben, dass das natürlich eine völlige Fehlwahrnehmung und Fehleinschätzung war. Jedenfalls, wenn damit Grenzen jetzt Bezug auf Personenmobilität gemeint sind. Also es geht jetzt nicht um Grenzen von Kapital oder Informationen oder Warenverkehr, sondern wirklich um Grenzen, die Menschen an der Bewegung hindern. Was wir sehen können über die Zeit, dass sozusagen die Beschäftigung mit Grenzen intensiver geworden ist. Ich habe hier von einer amerikanischen Kollegin so eine Grafik, Beth Simmons heißt die, eine Politikwissenschaftlerin, die hat sich mal damit beschäftigt, wie oft werden eigentlich Grenzen thematisiert in Debatten der UN-Vollversammlung. Und da sieht man eben über die Zeit doch eine Steigerung. Also es wird mehr über Grenzen diskutiert zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die Globalisierung viele Grenzen öffnet. Aber wir wissen alle, wir kennen verschiedene Grenzaktivitäten. Also der Mauerbau ist eine solche Aktivität, darauf komme ich gleich noch. Hier ist zum Beispiel eine Ausstellung von Unternehmen, die dem amerikanischen Präsidenten so große Mauerelemente verkaufen wollen. Und der ist dann auch zu diesen Leistungsschauen des Mauerbaus natürlich hingefahren, um dann diese Fortifikation zwischen den USA und Mexiko dann möglicherweise auch mit diesen Bauteilen zu bestücken. Das hier ist ein Bild aus dem Sommer. Das sind Geflüchtete aus Haiti, die versuchen, über Mexiko und dann an die amerikanische Grenze zu kommen. Viele von Ihnen haben diese Bilder auch im Fernsehen gesehen. Und das hier ist ein allerneuestes Beispiel. Das ist eine innereuropäische Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz im Zuge der Corona-Krise. Und die Corona-Krise war letzten Endes das Grenzschließungsereignis globaler Natur. Also fast alle UN-Staaten haben massive Veränderungen an ihren Grenzen vorgenommen, also haben Mobilität eingeschränkt, Flugverkehr eingestellt, bestimmte Pflichten für Tests oder Immunisierung dann auch rechtsgültig gemacht oder haben Grenzposten aufgebaut. Also es gibt eine ganze Menge an Grenze und sozusagen die Behauptung, dass die Grenze eigentlich keine Rolle mehr spielt, ist eigentlich eine irreführende. Und meine These ist sozusagen, dass es so etwas gibt wie eine Gleichzeitigkeit von Öffnungs- und Schließungsglobalisierung und dass die Globalisierung Menschen mobilisiert, also sie befähigt und auch berechtigt, über Grenzen hinweg zu reisen oder mobil zu sein oder zu migrieren und gleichzeitig eine Schließungsglobalisierung oder eine Form der Immobilisierung, also dass viele Menschen im Zuge der Globalisierung kaum noch Möglichkeiten haben, grenzüberschreitend mobil zu sein. Sie werden territorial fixiert, sie werden letzten Endes in ihre Gebietsparzellen, und das sind letzten Endes staatliche Territorien, in ihre Gebietsparzellen eingeschlossen. Und wie funktioniert das eigentlich? Und da sage ich, die Grenze verändert sich massiv, also in der Art und Weise, wie die Grenze organisiert ist. Wir bewegen uns eigentlich weg von der klassischen Schlagbaumgrenze, wo Sie hinreisen, Ihren Pass vorzeigen, Ihr Passbild verglichen wird mit der Person, die dann vor dem Grenzbeamten steht, sondern die Grenze wird zu einem sehr komplexen, technologischen, administrativen, auch räumlich veränderten System der sozialen Sortierung. Wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre mal ein kleines Kind, das neu auf die Welt kommt, oder man wäre ein Außerirdischer, der gerade landet, dann ist es erstmal unglaublich interessant zu beobachten, wie sich die Welt eigentlich organisiert, nämlich in Gebietsparzellen, man könnte auch sagen sozusagen in territoriale Waben, in die wir mehr oder weniger eingeschlossen sind, aber in einer Weise, dass einige sozusagen diese Waben nicht verlassen können oder nur ganz schwer verlassen und andere sozusagen zwischen diesen Waben sich hin und her bewegen können
oder wie Bienen von einer Wabe zur anderen fliegen können. Und wenn ich jetzt sozusagen Außerirdischer wäre und ich würde auch noch ein bisschen was von Sozialstruktur verstehen, dann würde ich sagen, ja, da scheint es offensichtlich so einen globalen Adel zu geben, einen Mobilitätsadel, also welche, die sich bewegen können und andere, die sozusagen Gefangene ihres Territoriums sind. Und das ist meine Perspektive auf die Globalisierung. Ich versuche in dem Buch genauer zu zeigen, wie das eigentlich bewerkstelligt wird. Also wie verändert sich die Grenze, um diese Art von Sortierung möglich zu machen? Und eine wesentliche Veränderung, die entsteht zum Beispiel durch den Mauerbau. Hier habe ich mal die Zahl der fortifizierten oder Grenzen oder Mauergrenzen global dargestellt. Das sind Daten von Afdan. Wir haben selber auch so einen Datensatz gebaut und da kann man sehen, dass eigentlich bis zum Fall der Berliner Mauer, wo man eigentlich denkt, das ist das Ende der fortifizierten Grenze, relativ wenig Mauern gebaut werden und dann geht es danach hoch, ab dem Jahr 2000 sozusagen eine massive Veränderung der Zahl und auch der Länge von fortifizierten Grenzen. Wir hatten 1989 12 dieser Mauergrenzen weltweit. Heute sind es über 77. Wenn man jetzt die neuesten Grenzbefestigungen zum Beispiel zwischen Polen und Belarus oder zwischen den baltischen Staaten und Russland dazu nimmt, dann sind wir schon über 80. Also zu dem Zeitpunkt, wo sich eigentlich alles öffnen sollte, nach der Globalisierungserzählung, ist ganz viel schwieriger geworden und sind viel mehr Mauern entstanden. Die sind letzten Endes in allen Weltregionen entstanden. Wir haben selber so einen großen Datensatz gebaut mit allen Grenzen, Landgrenzen, die es weltweit gibt. Das sind 315 Grenzen. Wir zählen die immer doppelt, weil es natürlich sein kann, dass ein Land eine Grenze baut und das andere Land sozusagen diese Grenze hinnehmen muss. Also eine Grenze hat immer zwei Seiten. Also es ist ein Datensatz von 630 Grenzen und da unterscheiden wir sogenannte fortifizierte Grenzen, dann Barrieregrenzen, also die sind nicht ganz so stark ausgebaut, die Mauern sind nicht so hoch, aber es gibt eben eine Barriere, die es schwerer macht, diese Grenzen zu überschreiten. Checkpoint-Grenzen, also da gibt es nicht überall sozusagen eine Befestigung oder eine Bewährung der Grenze, aber es gibt Kontrollpunkte, dann Landmark, also Grenzsteingrenzen. Das sind Grenzen, wie wir sie im Schengen-Raum finden, die nur noch markiert sind. Manchmal weiß man gar nicht, ob man sich diesseits oder jenseits der Grenze findet und sogenannte Niemandslandgrenzen. Das sind Grenzen, die irgendwo enden. Und wenn man das jetzt macht, dann sieht man, dass Mauergrenzen sozusagen auf allen Kontinenten zu finden ist. Aber man sieht auch, dass jede 20. Grenze heute eine Mauergrenze ist, eine fortifizierte Grenze. Vielleicht zum Vergleich, im Jahr 1980 waren 5% der Grenzen weltweit Mauergrenzen, heute sind es 20%. Eine dramatische Zunahme. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das sind immer nur Mauern zwischen Kulturkreisen zum Beispiel, wie es Samuel Huntington in seiner berühmten Clash of Civilization-These eben gesagt hat, sondern es sind ganz häufig zum Beispiel Mauern zwischen dominant muslimischen Ländern, zwischen Saudi-Arabien und Jemen zum Beispiel, ist eine gehärtete Grenze. Und wenn man jetzt diese Perspektive so nimmt, dann kann man eben versuchen zu erklären, wo finden sich eigentlich diese stärksten Mauergrenzen. Und das, was wir finden, also der stärkste Faktor, der erklärt, wo eine Mauergrenze ist ein Wohlstandsgefälle. Also wo die Ungleichheit besonders stark ist zwischen den angrenzenden Ländern, da gibt es auch wahrscheinlich Mauergrenzen. Wenn man jetzt mal fragt, wie sortiert sich eigentlich, was wird eigentlich sortiert, dann kann man auch zum Beispiel, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, aber dann kann man natürlich auch einen interessanten Indikator nehmen, den wir selber auch erhoben haben. Das ist die sogenannte Power of Passport, also die Stärke oder die Macht eines Passes in Bezug auf visumfreies Reisen, weil visumfreies Reisen ist im Prinzip der entscheidende Modus, um sich mobil zu bewegen. Wir wissen, wenn ein Land zum Beispiel eine Visumpflicht auferlegt, dann sinkt die Zahl der Reisenden um 70%. Und wir haben mal im Prinzip für 1969 alle Länder mit allen Ländern kombiniert, um zu sehen, wo es visumfreies Reisen gibt. Und dann gibt es diese Verteilung, die ist ein bisschen links schief. Man sieht, da gibt es relativ viele Länder, die am unteren Ende clustern und gibt es ein paar Ausreißer, also Länder, die für sehr viele andere Länder visumfreies Reisen haben. Und wenn man das sich heute anguckt, oder 2010, die neuen Daten sehen so ähnlich aus, dann sieht man eigentlich eine Polarisierung.
Also es gibt Länder, die haben sehr, sehr wenig Reisefreiheit und Länder, die haben sehr, sehr viel. Und zu diesen Ländern, die sehr viel haben, gehört natürlich der globale Norden, die OECD-Welt, Deutschland, Frankreich, die skandinavischen Länder, die Schweiz sind im Prinzip Spitzenreiter. Und ganz unten wiederum dasselbe Muster sind die relativ armen und auch instabilen Länder. Das Land am untersten Ende ist zum Beispiel Afghanistan und Pakistan. Und die Ereignisse, die wir hatten vor einigen Wochen am Flughafen in Kabul, die sind ja nicht nur dadurch verursacht, dass die Taliban Leute an der Ausreise gehindert haben, sondern auch, dass die Menschen vorher nirgendwo hinreisen konnten. Also das Recht zur Ausreise ist eigentlich nichts wert, wenn man kein Recht zur Einreise hat. Und das trifft für viele Menschen des globalen Südens eben zu. Der dritte Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, ist die Veränderung sozusagen der Grenze durch Technologisierung, also die Übergang zu sogenannten Smart Borders. Das hier ist ein sogenannter Smart Tunnel in Dubai, wo man eben sich vorab registrieren kann, eine biometrische Gesichtsvermessung bekommt oder einen Iris-Scan und als vertrauenswürdiger Reisender, Trusted Traveler, dann klassifiziert wird. Und wenn immer man auf die Grenze zugeht, dann öffnet sie sich ganz automatisch wie eine gläserne Kaufhaustür. Man läuft hinein und sie schließt sich hinter einem wieder. Also man muss gar keine Kontrolle mehr über sich entgehen lassen oder die Kontrolle wird dermaßen stark sozusagen durch biometrische Informationen und biometrisches Scanning strukturiert, dass einem diese Kontrolle nicht mehr auffällt. Und wir finden an allen oder vielen Flughäfen der Welt jetzt auch schon automatisierte Schleusen, wo sie sich selber einchecken oder ihren Pass rauflegen. Wir finden viele Systeme, wo Leute vorab Daten abgeben, um dann eben auch relativ frei und ungehindert Grenzen zu übertreten. Und man sieht hier schon, das trifft natürlich nicht für alle zu, sondern nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung. Man muss sich immer vor Augen führen, dass 80-90% der Weltbevölkerung noch nie ein Flugzeug betreten hat. Pro Jahr sind es geschätzt 2-3% der Weltbevölkerung, die fliegen. Also es ist eben keine universelle Erfahrung der Grenzüberschreitung, sondern wir haben da einen sehr selektiven und sehr polarisierten Zugang zu Reisemöglichkeiten. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, das ist die Vorverlagerung. Also wenn Sie jetzt Frankreich nehmen oder Deutschland, dann könnte man sagen, da gibt es ja gar keine Grenzkontrollen mehr, jetzt, wenn man Corona weglässt, sondern man kann ja sehr frei reisen. Also gibt es überhaupt noch Grenzen? Natürlich gibt es Grenzen, aber sie finden sich eben im Mittelmeer als nasse Grenze. Sie finden sich in Nordafrika, aber sie finden sich auch in der Subsahara. Niger zum Beispiel ist ein Land, das sehr intensiv mit der Europäischen Union kooperiert, um eben Migrationswege abzuschneiden, sodass man im Prinzip, man findet es auch bei Australien und den USA, dass man im Prinzip sagen kann, dass die Grenzkontrolle sich so weit verlagert, dass Transit- und Herkunftsländer mit eingebunden werden. Das heißt eben, dass Leute, die nicht reisen sollen und nicht willkommen sind in bestimmten Zielländern oder Zielregionen, gar nicht mehr ihren Herkunftsort verlassen können. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Das bedeutet auch, dass Transportunternehmen eingebunden werden, zum Beispiel in Form der Kontrollaktivität, andere Drittstaaten. Und häufig ist es auch ein Tauschprozess. Also dass man Ländern zum Beispiel dazu bringt, ihre eigenen Grenzen besser zu kontrollieren und im Gegenzug sagt, eure Staatsbürger dürfen dafür frei reisen. Der EU-Türkei-Deal beinhaltete genau das, dass man der Türkei versprochen hat, die türkischen Staatsbürger dürfen dann visumfrei in die Europäische Union einreisen, wenn die Türkei selbst ihre Grenzen sichert. Das ist nicht umgesetzt worden, aber solche Deals gibt es sozusagen aller Orten. Das ist relativ typisch. So, ich würde es vielleicht dabei belassen, aber Sie sehen, wohin das führt. Das im Prinzip zu der These, dass sich durch die Veränderung der Grenze, der Form der Grenzkontrolle, der Verlagerung der Grenze, der Technologisierung der Grenzkontrolle eine immer einschneidendere Form der Selektivität ergibt und letzten Endes so etwas wie eine globale Mobilitätshierarchie mit Gruppen von Privilegierten, in der Regel Menschen des globalen Nordens und vielen anderen, die in der Globalisierung schlechtere Mobilitätsmöglichkeiten haben als noch vor der Globalisierung, also in den 70er oder 60er Jahren. Und das trifft zum Beispiel für viele afrikanische Länder
zu. Das sieht man bei den Visumdaten. Also viele afrikanische Länder hatten in den 60er Jahren mehr Visumfreiheit, mehr visumfreies Reisen, als sie das heute haben. Also sie sind eigentlich keine Gewinner der Globalisierung, sondern Verlierer der Globalisierung, wenn man auf diese Mobilitätsfrage schaut. Vielen Dank. Merci pour cette présentation synthétique et vivante à la fois de la thèse que vous développez dans le livre. En fait, il y a une phrase, me semble-t-il, dans le livre qui résume un petit peu ce que vous venez de dire là, c'est quand vous dites die grenzenlose Globalisierung ist eine Chimäre. Vous le dites à la fin du voilà. L'idée, vous utilisez aussi ce terme Entgrenzungsnarrative. Que ce récit sur justement l'évanouissement des frontières, en fait, est lui-même, d'une certaine façon, un récit qui a aussi une dimension très politique et très idéologique, en fait, on pourrait le dire, mais qui ne correspond pas à la réalité. Il y a aussi un mot, ça c'est le génie de la langue allemande, qui permet de former des mots comme ça. Vous dites à un moment donné Grenzmetamorphose. C'est justement ça, c'est-à-dire que la frontière se métamorphose, prend de nouvelles formes, notamment avec ces frontières électroniques que vous évoquez et puis que vous avez évoqué là. Alors, est-ce que ce que vient de dire, ce que vient d'expliquer, d'exposer Stéphane Rosière, je crois que ça fait quand même très directement écho à vos écrits de façon assez stupéfiante. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Oui, c'est très intéressant pour moi d'écouter Monsieur Mao parce qu'il dit la même chose avec d'autres angles d'attaque, mais on est complètement d'accord sur l'analyse. Tout à fait. Sur le tri et ce qui est désirable, ce que l'on souhaite faire passer les frontières et ne pas faire ce que l'on ne souhaite pas faire passer les frontières. Je pense que on peut faire une distinction utile entre le libre-échange et la libre circulation. En fait, la mondialisation est une pratique de libre-échange, c'est-à-dire on échange des marchandises, on achète des biens. Et en fait, la mondialisation, c'est la circulation des biens. Alors que la libre circulation, c'est-à-dire celle des êtres humains, c'est le problème de la mondialisation. Je dis toujours à mes étudiants qu'en fait, l'homme est le grain de sable dans la mondialisation et que finalement, elle marcherait mieux s'il n'y avait pas d'êtres humains. Évidemment, c'est une boutade. Mais en fait, je pense que c'est vraiment les êtres humains qui posent problème, alors que les frigidaires chinois ou les télés coréennes sont toujours bienvenus. Voilà. Donc il y a toute une graduation qui place l'homme en dessous des biens qui, eux, sont toujours désirés. Les hommes, eux, ne sont pas désirés. Et la hiérarchie a été rappelée par Monsieur Mao entre des gens qui seront toujours à peu près bienvenus, et je vais montrer quelques cartes, et d'autres qui ne le seront à peu près jamais. Et on se rend compte que plus les gens sont pauvres, plus leur pays est en guerre, et moins ils seront bienvenus, ce qui prend complètement à rebrousse-poil, si on veut, toutes nos représentations du monde, de l'égalité des êtres humains, etc. Et voilà. Donc, je vous ai simplement préparé quelques cartes pour pas faire un exposé trop long qui synthétise le travail que j'ai pu faire pendant une dizaine d'années. Donc, je vous présente d'abord, je suis géographe, donc c'est d'abord des cartes. Et on a essayé de travailler sur ces barrières dans le monde, essayer de les localiser. Alors, il y a quand même une certaine inégalité avec l'Eurasie qui est quand même beaucoup plus concernée. Avec peut-être un centre de gravité des murs dans le monde, c'est tout le Proche-Orient, autour de l'Arabie Saoudite, tous les pays voisins. L'Asie du Sud et puis l'Europe, toute la périphérie. Je dois avoir un petit point peut-être pour... oui, c'est ça. Toute la périphérie de l'Europe, on voit à peu près les frontières extérieures de l'espace de Schengen. C'est pas encore totalement construit, mais si on fait la même conférence dans 5 ans, ça sera fait. Le processus paraît irréversible. Et tout le Proche-Orient est largement construit, l'Inde du Sud, l'Asie du Sud, pardon. Et puis par contre, on a des régions qui aujourd'hui encore sont plus dépourvues, c'est notamment l'Amérique latine pour différentes raisons et l'Afrique noire. Mais les choses pourraient changer. On va donner une explication plutôt économique d'ailleurs à cette situation de l'Afrique noire. Alors néanmoins, ce que le géographe peut souligner assez vite, c'est que il y a des murs aujourd'hui. En fait, ce ne sont pas des murs d'ailleurs.
des barrières qui sont rarement des murs. Ça coûte beaucoup plus cher un mur sur tous les continents. Voilà, ça s'est répandu sur tous les continents. Et aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène mondial. C'est une des caractéristiques de la mondialisation, cette mondialisation fermée, comme on peut le dire paradoxalement. Voilà, donc on en trouve partout. Alors, on va retrouver aussi des chiffres qui sont très proches. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres qui sont très proches de ceux de Monsieur Mao. Alors, on avait fait la distinction avec mes collègues entre des barrières civiles et des barrières militaires. Donc, on a un petit peu plus de murs que vous en notiez. Nous, on avait 95 frontières marquées par la construction d'une barrière. Et dans certains cas, regardez le mur des sables marocains, le Cachemire. Le Cachemire est là. La Corée, là, c'est des frontières, c'est des barrières militaires qu'on a distinguées des barrières civiles. C'est une autre possibilité. On a aussi des barrières maritimes, puisqu'on avait parlé de détroits fermés, comme la Méditerranée, qui en fait, à l'échelle du monde, est un détroit fermé, ou le détroit de Floride, entre Cuba et la Floride, la mer de Timor, au nord de l'Australie, ça, c'est des détroits fermés. Il n'y a pas de barrière sur l'espace maritime, bien sûr, mais ça revient un petit peu au même. Voilà, donc des chiffres, peut-être aussi je pouvais rappeler que 45 États sur les 193 membres de l'ONU aujourd'hui gèrent des murs sur leurs frontières. Ça fait à peu près 1 sur 4, grosso modo. La France étant comprise dans cet ensemble avec toutes les installations, notamment au départ du tunnel sous la Manche à Coquelles et dans cette région. Là, on a un certain nombre de dispositifs qui sont bien des murs frontaliers. Voilà, et la Grande-Bretagne aussi dans l'autre sens. Là, j'avais une dia avec un tableau en anglais pour rappeler les principales, parce qu'on voit parfois on voit parfois écrit que ça serait la barrière entre les États-Unis et le Mexique qui est la principale. Pas du tout. La principale, elle est complètement ignorée. C'est Inde-Bangladesh. Je rappellerai par ailleurs que c'est une barrière sur laquelle on tire à vue, comme sur le rideau de fer à l'époque de la guerre froide. Et il y a des centaines de morts par an. C'est une véritable catastrophe. Et ils tirent sur les enfants, ils tirent sur tout ce qui bouge. Hein. C'est terrible. Maroc, Inde, Pakistan de l'autre côté. L'Inde est en fait un des pays les plus fermés dans le monde. Les États-Unis, Mexique arrivent ensuite. On a Éthiopie, Érythrée. À un moment, on a cru que ça allait s'ouvrir. Je ne suis pas certain que ça se passe réellement. Turquie, Syrie, etc. Je vous laisse lire la liste. En tout cas, dans beaucoup de régions du monde, et l'Asie, encore une fois, sur ce tableau apparaît assez nettement. Je vais passer sur ce tableau. Alors, quand on réfléchit, comme dans le cadre de ce soir, à l'originalité des frontières contemporaines, je pense que c'est très utile d'avoir aussi un regard d'historien. Et ce qui est frappant, c'est de voir, là, on a 2 images. Ici, pour vous, ici, c'est la frontière entre la Libye italienne et l'Égypte. Et en fait, c'est une des premières frontières telles qu'elles existent aujourd'hui qui ont été construites. C'est le maréchal Badoglio dans la Libye sous contrôle italien qui construit cette barrière de barbelés électrifiés pour couper les liens entre les moudjahidines libyens de Cyrénaïque et leur arrière, leur hinterland égyptien. Et en fait, on a exactement les caractéristiques d'une barrière moderne. Ça va faire 1 siècle. Donc, les barrières d'aujourd'hui, quand même, ont des racines historiques qu'il ne faut pas oublier. Et je dirais que les technologies ont été d'abord éprouvées sur les populations colonisées avant d'être réutilisées dans le centre, si vous me permettez l'utilisation de la métaphore centre-périphérie. Et puis, on a la France avec une barrière très efficace. C'était la ligne Chasles et la ligne Maurice, du nom d'ailleurs, il a été maire de Nantes, ministre de l'Intérieur ou de la guerre, j'ai oublié, excusez-moi pour André Maurice. En tout cas, la France a construit durant la guerre d'Algérie, exactement suivant les mêmes logiques, des barrières. Alors, elles étaient dotées de champs de mines qu'on ne trouve pas aujourd'hui partout, bien évidemment. On tirait là aussi à vue, évidemment. C'était des dispositifs assez rustiques, mais assez efficaces. Je rappelle que l'armée française considérait qu'elle avait gagné la guerre d'Algérie et que finalement, c'était politiquement qu'on l'a perdue. Je rentre pas dans le débat, ça ne m'intéresse pas, mais il y avait quand même des dispositifs techniques qui étaient quand même assez élaborés et qui empêchaient les moudjahidines algériens de pouvoir entrer sur leur territoire aisément. Donc là, on a 2 exemples historiques qui montrent comment les dispositifs contemporains ont d'abord été testés dans le milieu colonial, de même d'ailleurs que d'autres techniques de domestication de populations difficiles, comme le camp de concentration, le bombardement aérien, etc., qui ont été d'abord testés dans les colonies. Je ne rentre pas dans le débat. Je vous renvoie pour le bombardement
bombardement aérien, c'est aussi la Libye, à ce livre, le gouvernement du ciel, dont j'ai oublié l'auteur, mais extrêmement intéressant, qui montre comment on a inventé le bombardement aérien sur les civils. Voilà. En milieu colonial, je passe. Je voulais aussi rappeler évidemment à la maison Heinrich Heine l'exemple du mur de Berlin, parce que finalement il était devenu, et Monsieur Mao a montré l'image, les frontières, c'est les années 80, c'est dépassé, etc. Et c'est vrai que les frontières et le mur de Berlin, c'était la République démocratique allemande, c'était un régime honni, c'était exactement ce que nous voulions pas être. Eh bien, ça y est, c'est gagné. Nous sommes tous des Vopo, des Volkspolizei, et puis nous votons pour des gens qui en veulent encore plus. Donc en fait, nous avons adopté le régime est-allemand, et c'est quand même tout à fait stupéfiant. Dans les années 80, j'avais 20 ans, on n'imaginait vraiment pas ça, et c'est une défaite morale, ou alors pour certains c'est une victoire. Je ne veux pas juger, en tout cas c'est un constat. Nous avons adopté toutes les techniques. Alors c'est assez intéressant, on les a traduits, j'aurais pu les laisser dans les 2 langues si j'avais su que j'allais venir ici, mais toutes ces techniques on les retrouve aujourd'hui. Je dirais ça c'est des murs vraiment, là c'est un mur de luxe, avec quand même si vous me permettez, le de luxe, alors qu'on va trouver des installations du type de médias précédentes aujourd'hui sur certaines frontières africaines, c'est déjà plus roots. Moins efficace, mais voilà, ça c'est des murs de luxe. Alors on va les trouver, par exemple aussi, et c'est un paradoxe historique, en Israël, aux États-Unis, et tous ces dispositifs ont été utilisés, ont été testés par la Volkspolizei, et puis aujourd'hui finalement on les utilise partout dans le monde occidental. Donc ça pose quand même sévèrement question d'un point de vue moral. Finalement, nous acceptons, nous avons fait nôtre l'héritage de l'Allemagne de l'Est. C'est quand même... voilà. Pas de commentaires supplémentaires, mais moralement, je ne sais plus très bien où on en est, en fait, aujourd'hui. Alors, il y a quand même une différence, parce qu'il y avait des champs de mines, on tirait à vue, on n'en est pas encore tout à fait là. Presque. Ça ne serait tardé. On y va tout droit, en fait, comme un camion fonce dans un mur, on y va tout droit, parce que quand est-ce que va arriver le Premier ministre d'un pays européen qui va dire mais ça suffit, on n'arrive pas à contrôler, maintenant on va miner, et puis les gens vont dire mais oui c'est très bien, il faut miner, et on met le doigt dans la machine, on est absolument parti pour. Ça sera pas moi qui fera cette conférence-là, ça mettra encore 10 ans, 20 ans, mais on va y arriver. Si on continue comme ça, on va y arriver, c'est inéluctable. Donc il y avait aussi du tir automatique qu'il n'y a pas encore aujourd'hui, mais normalement c'est pour demain. Donc là, je suis absolument pessimiste, comme vous l'avez compris. Enfin, quoique pour certains partis politiques, ce soit de l'optimisme. Mais l'optimisme et le pessimisme sont 2 visions. Le même verre peut être considéré de 2 manières, à moitié vide ou à moitié plein. Monsieur Ma a parlé comment, effectivement, les individus, suivant leur localisation d'origine, suivant leur citoyenneté d'origine, avaient une possibilité de se déplacer extrêmement inégale. Alors, on l'a cartographié. Il y a la barre qui m'empêche de lire exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. En fait, c'est l'index, c'est un index qu'on trouve sur Internet. À noter d'ailleurs que l'année où nous l'avons pris, c'était 2019, c'était l'Allemagne qui avait la plus grande possibilité de se déplacer. Alors, si vous ne comprenez pas la carte, c'est simple. Plus le pays est sombre, plus les habitants de ce pays ont la possibilité de se déplacer librement, sans visa, dans un grand nombre de pays. Donc, ça va de 177 cette année-là, c'était l'Allemagne. La France était vers 174. Il y avait 2 ou 3 pays en moins. On n'était pas loin derrière. Les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine est assez bien lotie, mais vous voyez, c'est l'Occident et les pays les plus développés qui ont aussi le droit, donc les plus riches qui ont aussi le droit de se déplacer. Et si on va exactement à l'inverse vers les pays les plus clairs sur cette carte, on passe, et je crois que c'est moins de 50 pays, d'une vingtaine à 50, et là c'est tous les pays en guerre. Les citoyens des pays en guerre n'ont pas le droit de se déplacer, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Là on ferme les frontières pour tous ces gens-là. Donc nous, finalement, on a besoin de se déplacer peut-être économiquement, mais c'est pas un besoin vital. Si on ne va pas en vacances à Miami ou aux Baléares, on n'en mourra pas. Par contre, ces gens ont vraiment un besoin vital de sortir et de se déplacer, de franchir les frontières, et on leur interdit. Ça, c'est une carte qui est complètement...
tout à fait problématique. C'est pas la carte qui est problématique, c'est la réalité qu'elle montre, puisque ça va complètement, ça prend complètement à contre-pied la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est tous libres, égaux, et voilà. Et c'est le système mondial. Il est comme ça. Alors, il n'y a pas un responsable. Je suis pas dans un raisonnement de complot, mais c'est une agglomération de volontés qui produit ce système. Qui fait que ceux qui peut-être ont le moins besoin de se déplacer, en réalité, le peuvent le plus facilement, et ceux qui en ont le plus besoin, le peuvent le moins. Et ça, c'est quand même un paradoxe immense que je vous laisse réfléchir, sur lequel je vous laisse réfléchir. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que souvent, je ne sais pas combien de dia, mais je crois que c'est la 5e, il y en a 6 ou 7, je vous rassure. Souvent, on pense barrière frontalière, sécurité. Voilà, on se dit, il y a des problèmes. Alors, c'est vrai que la carte que je vous ai montrée, la première, le planisphère, indiquait bien des barrières là où il y avait des problèmes de sécurité, comme par exemple l'Arabie Saoudite face à l'Irak, ou l'Arabie Saoudite face au Yémen, voilà, là, ou l'Israël face au territoire occupé, ou à Gaza, là, il y a bien des problèmes de sécurité indéniables. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est d'articuler la carte des barrières avec celle du niveau de vie. Et on se rend compte, alors là, les couleurs sont inverses, plus c'est clair, plus le niveau de vie est élevé. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les barrières fonctionnent un petit peu à l'échelle des pays comme les gated communities dans les villes, comme ces quartiers fermés, c'est-à-dire les pays les plus riches ont tendance à construire des barrières face aux pauvres. Alors, dans la réalité des gated communities, aujourd'hui, il y a aussi des gated communities pour pauvres. C'est un système qui est tellement rentable pour les urbanistes, les architectes, qu'ils en vendent même aux pauvres aussi. Donc, cette image du riche qui s'enferme, elle est plus tout à fait exacte, mais disons à l'échelle planétaire, ça ressort relativement bien. Alors, j'ai pas du tout inventé cette métaphore, c'était un collègue néerlandais qui, dès 2004, Henk van Houtum, avait décrit l'Union européenne comme une gated community. Ça fait donc plus de 15 ans. Et là, on a simplement superposé le revenu national brut par habitant avec la carte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fonctionne relativement bien. États-Unis, Mexique, voilà, là on voit bien la césure. On voit bien la césure aussi autour de l'Europe. Alors c'est moins net, mais quand même elle existe. L'Inde face au Bangladesh, l'Inde est riche relativement au Bangladesh. Les détroits fermés d'Australie face à l'Asie du Sud-Est. On retrouve à peu près ces logiques où malheureusement on la voit pas. L'Afrique du Sud face à l'Afrique centrale. Voilà. Donc il y a toujours des exceptions. Alors, sur ce tableau, justement, on a, voilà, sur celui-ci. D'abord, je dirais que les cercles sont proportionnels à la longueur. Donc, ici, ça doit être, ici, c'est la plus longue, c'est Inde-Bangladesh. Et plus vous montez, plus il y a un écart de revenus important. Puis, en bas dans cette partie, j'espère que je suis clair, c'est c'est les cas où le pays constructeur est plus pauvre que celui auquel il fait face. Mais ce dont on se rend compte, d'abord, c'est très peu de cas. Ça doit être à peine 10%. Ici, on a pris uniquement 60 cas, c'est-à-dire qu'on a extrait toutes les barrières qui avaient été construites en même temps, du type Corée du Nord, Corée du Sud. On a enlevé Chypre, parce que c'était l'ONU qui avait construit, et on a repris tous les cas où un pays construit face à un autre. J'espère que je suis clair. Ces 60 cas qui sont répertoriés, il fallait aussi qu'on ait les statistiques économiques. C'est comme ça qu'on a pu produire le tableau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les exceptions sont très rares, et en fait, ce sont de pseudo-exceptions. C'est-à-dire, par exemple, la Bulgarie a construit un mur face à la Turquie. Les chiffres du revenu national brut font que, normalement, un Turc est plus riche qu'un Bulgare aujourd'hui, mais en fait, derrière la Bulgarie, c'est l'Union européenne. Donc, si on regarde le champ migratoire ou qui construit vraiment, quasiment, il n'y a pas d'exception. Ça, c'est intéressant, puis c'était intéressant de le modéliser. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est pas forcément les plus grands écarts qui produisent le plus de murs. Regardez les écarts maximum, là c'est Israël, notamment Israël face à la Syrie, face à Gaza. Mais des écarts importants, comme le disait M. Mao, en général, sont concrétisés par une barrière. Et alors, les chiffres, là, c'est pour ça que j'avais imprimé, on a quand même des écarts qui vont de 1 à 24, c'est immense. Hein. États-Unis, Mexique, pour vous donner une image, ça va de 1 à 6 ou 1 à 7, je l'ai même pas ici.
le différentiel de niveau de vie, hein, on est d'accord? 1 à 6 à 1 à 7. Alors on est à 1 à 24 entre Arabie Saoudite et Yémen, on est à 1 à 23 entre Israël et Syrie, 1 à 17 entre le Kenya et la Somalie, 1 à 16 entre Israël et Égypte. C'est énorme, c'est des différentiels colossaux. C'est comme si vraiment là, comme à Rio de Janeiro, avec des quartiers fermés, avec des piscines, et puis à côté la favela, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors quand même, effectivement, nos recherches se recoupent complètement. Plus il y a un différentiel de richesse, plus il y a un risque quand même de voir apparaître des barrières. Et donc leur dimension économique est très, enfin, on peut pas la nier. Et trop souvent, le discours sur la sécurité, c'est un discours en fait politique, idéologique. C'est pour masquer. Aujourd'hui, il y a plus de classe sociale, hein, vous le savez. Hein, c'est pas du tout à la mode. Pourtant, les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres aussi pauvres, mais on n'a plus le droit de parler de classe sociale. On peut être intersectionnel, homme, femme, noir, blanc, ça c'est cool, mais parler de riches et de pauvres, c'est complètement ringard. Alors les murs nous montrent que c'est un sujet d'actualité et que les classes sociales sont une réalité et qu'elles produisent des effets sur le terrain et notamment des constructions de barrières tout à fait importantes. Donc là, je réhabilite un discours marxiste sur les classes en disant mais ça compte, les riches, les pauvres, c'est vraiment important et il n'y a pas de raison que ce soit pas un sujet dans les sciences sociales, vraiment, surtout aujourd'hui. Voilà. Le petit tableau à côté, j'ai fait une erreur, d'ailleurs ça devait être le dernier, c'est pour vous montrer que les pays constructeurs, vous voyez, les pauvres, je perds mon point rouge, ah ouais, voilà, il est là. Là, les pauvres, il n'y a que 5 cas de constructeurs, et puis plus vous montez, plus il y a des cas de constructeurs, et là on arrive à, pas tout à fait un tiers, mais presque, alors que dans les très pauvres, il n'y en a presque pas, parce que ça coûte cher quand même, ce type de construction, d'où il y a peu de barrières en Afrique noire, en Amérique latine, en plus c'est des espaces parfois vides. Donc le niveau de vie général est quand même un élément à prendre en compte pour comprendre la répartition des murs. Et puis il y a les décès, évidemment, je ne veux pas dépasser mon temps, effectivement j'ai peur d'être un peu long, en tout cas là les décès, alors compter les décès c'est très compliqué, mais on arrive bien à corréler effectivement les décès, et notamment les deux grandes zones de décès, c'est le Sahara et la Méditerranée. Le Sahara, c'est des estimations. La Méditerranée, on a des chiffres plus précis, encore que on ne tienne compte que des morts répertoriés, ce qui n'était pas le cas au Sahara. Il y a beaucoup d'estimations. On a des cas particuliers comme Mayotte, par exemple. C'est pour se diriger vers la France, depuis les Comores, vers Mayotte. C'est un cimetière marin. La mer de Timor face à l'Australie, les détroits américains face... les détroits latino-américains face aux États-Unis, etc. Donc là, on a effectivement une géographie des morts et un nombre de morts qui est quand même assez hallucinant. Puisqu'on est dans la maison Heinrich Heine, je prendrais un exemple. Le rideau de fer de 49 à 89 entre les deux Allemagnes, c'est à peu près 1000 morts. Le rideau de fer entre 49 et 89 entre les deux Allemagnes, c'est à peu près 1000 morts. Ungefähr. La Méditerranée, c'est 5000 morts par an. Donc le rideau de fer et la Volkspolizei, c'est de la rigolade à côté, c'est de la rigolade. On produit chaque année 5 fois plus de morts que 40 ans de guerre froide, rien qu'en Méditerranée. Donc c'est monstrueux en fait, c'est monstrueux. Voilà. Donc alors on est toujours après, l'Allemagne de l'Est, ils tiraient sur les fuyards, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Juste nous, c'est différent, on tire pas, on les laisse se noyer. Voilà. Et on applaudit quand les premiers ministres ou les chefs d'État n'envoient pas de bateaux. Non, mais il y a des déclarations, c'est des monstres en fait. Nos hommes politiques ou nos femmes sont souvent des monstres, totalement inhumains. Je ne me reconnais absolument pas dans ma classe politique. Les gens se noient, il faut aller les sauver. Puis c'est tout. S'ils partent, c'est qu'il y a un problème. Donc pour l'instant, il faut d'abord aller les sauver. Et non, on va les laisser se noyer, il ne faut pas intervenir, etc. Voilà, merci. C'est l'esprit d'Heinrich Honecker, hein, voilà, qui est toujours vivant. Voilà, je vous remercie. Et l'essentiel, sauf les graphiques économiques, l'essentiel est dans mon livre, sauf les graphiques économiques qui sont plus récents. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour votre exposé à la fois informé et passionné. Je pense que Stéphane Mau aura peut-être vous avez volontairement tenu des propos, j'imagine, enfin, provoquants, je ne sais pas si c'est provoquant, mais en tous les cas, vos références à l'Allemagne de l'Est. Juste là-dessus, d'ailleurs, Stéphane Mau, est-ce que quand vous entendez votre collègue faire ces rapprochements, en tous les cas, dire finalement, parce que vous l'avez dit comme ça, nous sommes tous des Riche Honecker, en tous les cas, est-ce que vous, qui avez grandi en Allemagne de l'Est,
Comment vous entendez ce genre de réflexion? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous dites non, c'est pas pareil? Comment vous réagissez? Also ich habe fasziniert zugehört und kann auch unglaublich viel teilen, was Stefan gesagt hat, weil das sich letzten Endes auch mit meinen eigenen Analysen deckt. Ich würde auch sagen, sozusagen die Grenzen, die harten Grenzen sind letzten Endes Infrastrukturen zur Aufrechterhaltung einer globalen Ungleichheit, oder Grenzen selber sind auch Ungleichheitsgeneratoren. Was vielleicht das Spezifikum in der DDR war und vielleicht auch für Nordkorea trifft das zu, das machen die allerwenigsten Grenzen, dass es Einschlussgrenzen sind, die sich auf die Kasernierung der eigenen Bevölkerung richten. Hier haben wir es ja meistens sonst mit Grenzen zu tun, die sich sozusagen auf Menschen, die von außen sich auf die Grenze zubewegen, richten. Und vielleicht auch im Anschluss nochmal an diese Metapher der Gated Communities, die ich sehr gut gewählt finde. Gated Communities sind ja auch niemals vollständig geschlossen, sondern es findet unglaublich viel Austausch statt zwischen Innen und Außen. Die Bewohner der Gated Communities können ja überall hingehen und es kommen auch Leute in die Gated Communities rein. Und zwar Servicepersonal, Reinigungskräfte, Baby- oder Kindersitter, Postboten und so weiter. Und dasselbe findet natürlich auch statt. Also wenn ich nochmal die Corona-Krise daran erinnern darf, niemand durfte reisen. Aber unglaublich viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien sind in deutsche Fleischfabriken gekommen. Es gab sogar eine sogenannte Spargelhelfer-Luftbrücke, damit die Spargelernte in Deutschland nicht ausfällt, wo Menschen zu Corona-Zeiten eben dann mobil gehalten wurden, weil sie nützliche Dienstleistungsfunktionen, Aufgaben übernehmen können in einem sonst sehr geschlossenen Territorium. Also Migration ist immer, oder auch Mobilität immer unglaublich selektiv. Und es ist auch interessant, die Beobachtung, dass sich zum Beispiel diese bulgarisch-türkische Grenze, dass diese Grenzen häufig Kaskadengrenzen sind. Also sie beziehen sich nicht immer nur auf das Nachbarland, sondern auch häufig auf sehr entfernte Territorien. Also eine der neuen harten Grenzen in Europa ist die zwischen Ungarn und Serbien. Die Mobilität der Serben und der Ungarn über diese Grenze ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, weil es nun Grenzübergänge gibt und man nicht mehr einfach so über die grüne Grenze gehen kann, aber im Prinzip können sie sich genauso bewegen. Diese Grenze bezieht sich auf Menschen aus Syrien und Afghanistan. Also diese Grenzen, die sehen zwar so aus, als würden sie das Verhältnis dieser zwei Länder beschreiben, aber sie beschreiben eigentlich ein globales Verhältnis. Und das ist sozusagen auch das Neue. Wolfgang Schäuble, unser ehemaliger Bundestagspräsident, seit heute ist er ja nicht mehr Bundestagspräsident, hat mal gesagt, Migration ist unser Rendezvous mit der Globalisierung. Und das stimmt. Und wenn die Globalisierung heißt, dass viele Menschen mobil werden, auch Interesse an Mobilität haben, zum großen Teil auch aus Not mobil werden, dann wehrt sich sozusagen ein großer Teil der Welt dadurch, dass er Zäune härter macht, Grenzen undurchlässiger macht und Menschen exkludiert, damit sie sozusagen keine Globalisierungsdividende einstreichen können. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Beobachtungen. Also sowohl das Verhältnis der Staaten im Hinblick auf die Ungleichheitsdifferenz wie auch sozusagen die Herkunft von mobilen Personen sind ganz entscheidend. Also ob man aus einem reichen oder aus einem weniger reichen Land kommt. Und in dem Sinne kann man schon sagen, dass wir global nicht in einer Klassengesellschaft, sondern in einer feudalistischen Gesellschaft leben. Es gibt Analysen zur globalen Ungleichheit von Branko Milanovic, ein original serbischer Ökonom, auch ehemals Weltbankökonom. Der hat zum Beispiel berechnet, wie stark ist eigentlich der Faktor Klasse, also meine soziale Herkunft im Hinblick auf meine Einkommenschancen im Leben, und wie stark ist der Faktor des Geburtsorts, also des Territoriums, zu dem ich gehöre. Er hat festgestellt, vor 200 Jahren war der Faktor Klasse viel bedeutsamer. Menschen, die reich waren, haben in Indien oder in England sehr ähnlich gelebt und Menschen, die arm waren, auch. Heute ist es so, dass 80% der Ungleichheit durch den Ortsfaktor, Ortsbonus nennt er das, hergestellt wird. Da, wo ich geboren werde, so, das entscheidet maßgeblich
über die Einkommenschancen in meinem Leben, sodass wir global natürlich keine meritokratische oder keine Leistungsgesellschaft haben, sondern global haben wir eben eine feudalistische Gesellschaft, wo Abstammung, also die Zufälligkeit, die Spermienlotterie, Abstammung ganz entscheidend dafür ist, welche Lebenschancen ich habe. Und um das aufrechtzuerhalten, brauchen wir eben die Grenzen, von denen Stéphane Rosier gesprochen hat. Oui, allez-y. Après, je vais vous poser des questions. Juste un tout petit mot. Oui, bien sûr. C'était pour aller dans le sens de Stéphane, Monsieur Maus. Effectivement, il n'y a pas de frontière qui ne laisse pas le passage. Enfin, les frontières absolument fermées sont très rares. Peut-être la Corée du Nord, et encore à Panmunjom on peut passer. Donc, comme dans les gated où rentrent les femmes de ménage, les livreurs, etc., dans les pays aussi, rentrent, de toute façon, des gens vont rentrer. La frontière États-Unis-Mexique, c'est la plus fréquentée dans le monde. Je crois que c'est environ 360 millions de passages par an. C'est aussi là où il y a un mur. C'était d'ailleurs toute la difficulté pour moi de trouver un sous-titre à mon livre, parce que c'était pas la fermeture du monde, c'est pas vrai, c'est pas la fermeture. D'où le cloisonnement, qui était le terme que j'ai finalement utilisé pour essayer de montrer que voilà, c'est plutôt un jeu de biopouvoir, pour reprendre Michel Foucault. On va faire passer les gens par des couloirs, par des portes, par un dédale administratif et physique, mais c'est pas une fermeture. Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Oui, d'ailleurs, vous évoquiez le mur entre les États-Unis et le Mexique, mais le premier avait été construit par Bush Junior, et juste après, la secrétaire à la sécurité intérieure de Barack Obama, Janet Napolitano, avait dit, quand on avait demandé est-ce que vous voulez poursuivre la construction de ce mur, elle avait dit de toute façon, si vous montez un mur de 15 mètres, je vous donnerai une échelle de 16 mètres pour le franchir. Donc, ça pose aussi toute la question de l'efficacité de ces objets, enfin, de ces installations, de ces infrastructures. Et c'est ce que vous dites aussi dans le livre, Stéphane Mau. À un moment donné, vous utilisez une expression sur le spectacle ou la théâtralisation. C'est une politique aussi de l'affichage. Je crois que l'un et l'autre, vous rejoignez là-dessus. Je voulais juste poser 2-3 questions par rapport à ce que vous avez dit l'un et l'autre pour préciser, ou en tous les cas pour qu'on ait bien les choses en tête. Vous avez montré un graphique, alors je crois que c'est celui-là, je le montre de loin, mais qui montre la croissance, enfin l'augmentation du nombre de murs. Là, on voit, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe à la fin des années 90 et dans les années 2000. Une question brève et une réponse courte, s'il vous plaît, à l'un et à l'autre. Est-ce qu'il y a des événements qu'on peut... c'est quoi le tournant? C'est quoi? C'est 2001? C'est le 11 septembre? C'est un peu plus tard, 2015, ce qu'on appelle la crise des réfugiés? Est-ce qu'on arrive à dater les événements qui ont poussé un certain nombre d'États, vous en avez dit un quart des États de la planète aujourd'hui, à ériger des murs? Ja, 9/11, also der Anschlag auf die Twin Towers, war sicher ein entscheidendes Datum einer sogenannten Versicherheitlichung von Grenzen. Das heißt, Grenzen sind ja nicht nur physische Infrastrukturen, sondern die sind natürlich auch technologisch aufgerüstet mit Sensoren, Überwachungskameras. Und da war schon der Versuch, letzten Endes durch solche territorialen Trennungen oder stärkere auch territoriale Kontrolle grenzüberschreitende Kriminalität, Terrorismus auszuschließen, obwohl man relativ gut zeigen kann, dass die meisten dieser starken Grenzen nicht unbedingt da errichtet wurden, wo bestimmte terroristische Bedrohungen vorhanden sind. Es gibt die dort auch, aber Länder haben natürlich auch sozusagen diese Theatralik der Mauer genutzt, um so ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen, obwohl man immer sagen muss, dass harte Grenzen Sicherheit und Unsicherheit zugleich erzeugen. Also das weiß man auch, ne, wenn man einen sehr hohen Zaun baut, da hat man irgendwie doch das Gefühl, dass man von außen bedroht wird. Und von daher ist die Antwort, die die Grenze geben kann, gar nicht das, was man da eigentlich erwünscht. Also eine Grenze ist schon eine sehr paradoxe Einrichtung. Aber ich würde sagen, das war entscheidend. Und dann haben wir seit 2015 in Europa nochmal einen starken Schub. Und wir haben jetzt bei den jüngsten Ereignissen natürlich auch unglaublich viele Mauerbauaktivitäten, die Sie auch benannt haben. Also jetzt selbst an der deutsch-polnischen Grenze hatten wir vor 2 Tagen Rechtsradikale, die so eine Art von Bürgerwehr an der deutsch-polnischen Grenze
durchführen wollten, um Flüchtlinge aufzuhalten. Also dass es auch so private Aktivitäten gibt. Das kennt man ja aus den USA schon, aus Bulgarien, Türkei von der Grenze. Also das ist offensichtlich so eine, ja, wie soll man sagen, ja, so eine kollektive Psyche gibt, die sich auf Grenzaktivitäten bezieht. Also die Vorstellung, man könne sich durch stärkere Grenzen doch irgendwie von den bedrohlichen, negativen, nicht gewünschten Effekten der Globalisierung schützen. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Fakt. Ich komme vielleicht nachher nochmal auf so eine technologische Frage zu sprechen, weil es eben diese Gleichzeitigkeit ist, sozusagen Mauern als doch eher archaische Bauwerke und dann diese Smart Borders als unsichtbare Grenzen, also die eine andere Form von Grenzsicherung und auch von Grenzkontrolle vornehmen und die zum Teil eben auch von der Grenzlinie abweichen. Das ist auch ganz wichtig, dass Kontrolle ja auch in den öffentlichen Raum hinein diffundiert über Gesichtserkennung, über Klassifikationsprozesse, dass es viel, viel mehr möglich ist, Leute auch an anderen Orten als an der Grenze bestimmten Kontrollen zu unterwerfen. Ich mache in dem Buch im Prinzip den Trick, dass ich die Grenze gar nicht mehr territorial definiere, sondern ich sage, die Grenze ist das hat Etienne Balibar mal so formuliert, die Grenze ist immer dort, wo Kontrolle stattfindet. Und das ist eben an ganz, ganz vielen Orten. Auch der öffentliche Raum wird versicherheitlicht. Und in der Zukunft wird es sicherlich so sein, dass wir keine Pässe mehr brauchen, sondern es gibt dann so etwas wie Gesichtspässe, also Face Passports, weil unsere biometrischen Daten schon immer gespeichert sind. Und wenn die Daten gespeichert sind, dann kann man letzten Endes an jedem Ort, wo immer sie sich bewegen, ihre Identität feststellen und auch feststellen, ob sie sich legitimerweise in einem bestimmten sozialen Raum aufhalten. Und wir haben ja auch Technologien, die wir jetzt selber nutzen, Check-in-Technologien, die zum Teil von denselben Firmen gemacht werden, die auch an den Flughäfen aktiv sind, zum Beispiel in Bezug auf die Corona-Epidemie, dass Leute jetzt an Universitätseingängen, bei Stadien oder Festivals und so weiter sich auch identifizieren müssen. Das heißt, die Identifikation auch über gesundheitliche Daten an ganz, ganz vielen Orten, nicht nur an der Grenze, sondern an ganz, ganz vielen Orten wird an Bedeutung gewinnen. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane au sens où 2001 c'est une date mondiale qui marque une inflexion. Le schéma d'ailleurs il est déjà assez connu. C'est 2001 l'accélération. Alors c'est vrai qu'en même temps il y a des 2001 dans plusieurs régions du monde. En Israël c'est 2002 avec la deuxième ou l'intifada, je ne sais plus. Excusez-moi, je crois que c'est la deuxième intifada. 2004, non c'est 2002 déjà la construction du mur. En tout cas, ils sont déjà en pleine intifada avec les attentats suicides et là Sharon décide de construire le mur. En Inde, c'est 2008 les attaques de Bombay contre la population dans les gares à la mitraillette, etc. Et là, ils décident de construire le mur qui avait été commencé au niveau régional par un gouvernement de la région de l'Assam, un gouvernement local. Donc c'est aussi à chaque fois un traumatisme qui entraîne la création du mur comme réaction. Et puis juste, comme disait Stéphane, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, l'échange, c'est la liberté de circuler contre le transfert des données. Vous transférez vos données, vous avez le droit de circuler. Vous voulez garder vos données, vous n'avez plus le droit de circuler. C'est ça le deal aujourd'hui à l'échelle mondiale, globale. Par exemple, on voit ça justement à la frontière États-Unis-Mexique. Il y a de nombreux travailleurs qui franchissent cette frontière chaque jour, donc environ 1 million, et 1 million de passages par jour. Et en fait, ils doivent donner toutes leurs données à l'administration des douanes américaines, enfin à la police des frontières américaines. Et ils ont une carte, après comme une carte de crédit. Le système, c'est que vous êtes entièrement répertorié et vous passez devant la frontière, effectivement, vous passez la carte, ça scanne et ça, comme un payage d'autoroute, et vous avez le droit de passer. Mais vous avez donné toutes vos informations. Donc, c'est la liberté de circulation est conditionnée aux informations que vous avez données aux autorités. Merci. Je voudrais vous poser une question on parle beaucoup évidemment d'Angela Merkel en ce moment. Elle va quitter le pouvoir. Enfin, elle est en train de le quitter. Elle a été officiellement déchargée de son mandat de chancelière pour gérer les affaires courantes il y a 2 heures seulement par le président Steinmeier. Je voudrais revenir sur ce qui aura peut-être marqué quand même dans l'histoire et puis dans la mémoire collective le passage de Merkel au pouvoir, notamment 2015. Et
question que je voulais vous poser, Stéphane Mao. Il y a toujours ce débat ou cette confusion dans les termes. Certains qui vont dire en 2015, Merkel a ouvert les frontières. D'autres qui disent non, elle ne les a pas ouvertes parce qu'elles étaient déjà ouvertes, elle ne les a pas fermées aux migrants. Il y a tout un débat là-dessus aussi qui est à la fois très politique, très idéologique, mais aussi juridique. Je voudrais profiter de votre présence et pour nous dire exactement, parce que je crois que cette ambivalence ou cette difficulté aussi de nommer ce qu'a décidé Angela Merkel en septembre 2015, fait écho aussi à ce que vous dites sur cette voilà, est-ce que c'est des frontières ouvertes, fermées, est-ce que c'est un acte d'ouverture ou un acte de non-fermeture? Dites-nous précisément ce qu'il faut dire quand on fait référence à cet événement du début de la fin de l'été 2015. Darüber gibt es in Deutschland ja große juristische Diskurse und ich bin kein Jurist und kann das auch nicht abschließend beantworten. Aber die Mehrheitsmeinung ist, dass das sozusagen im Rechtsrahmen gedeckt gewesen ist, also dass das kein Rechtsbruch ist. Das ist eine Polemik, die von Rechtspopulisten, aber auch von konservativen Politikern häufig gepflegt worden ist. Und im Prinzip dieser Meinung würde ich jetzt ohne intime Rechtskenntnis zu haben mich anschließen, weil ich das von Kolleginnen und Kollegen, sehr guten Rechtswissenschaftlern, eben auch so dargelegt bekommen habe. Ich möchte nochmal auf ein Interview, das Angela Merkel am Freitag der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, ein bemerkenswertes Interview, wie ich finde, hinweisen. Und da wurde sie gefragt, warum sie nie von Flüchtlingskrise spricht. Und ihre Antwort war, es waren dort keine Flüchtlinge in der Krise, sondern es waren Menschen. Und das war eine typische Angela Merkel-Antwort. Und es ist natürlich auch viel psychologisiert worden, warum sie eigentlich dieses im Jahr 2015 gemacht worden. Da gibt es ja unglaublich viele Gründe, die der gemacht hat. Es gibt viele Gründe, die dafür benannt werden. Und der Grund, den ich sozusagen aus meiner Perspektive auf diese Frau selber vielleicht anbieten würde, ist ein biografischer Grund. Im Sommer 1989 sind unglaublich viele DDR-Bürger auf eben jedem Budapester Flughafen gestrandet und haben versucht, in den Westen zu kommen, haben dort auch kampiert unter schlechten hygienischen Bedingungen. 2015 waren das Menschen, die aus einer anderen geografischen Region kommen. Und die Parallelität dieser Bilder, die fand ich unglaublich eindrücklich und auch frappierend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Angela Merkel auch zugetroffen hat. Also dass diese humanitäre Geste im Sommer 2015, die Menschen dort nach Deutschland zu holen, ja auch sehr ähnlich sozusagen in der Art, wie das gemacht worden ist, nämlich mit Zügen oder Bussen, die dann extra gestellt werden, sie aus letzten Endes dieser Leib und Leben bedrohenden Situation herauszuholen, wo die ungarische Regierung die Leute da einfach hat kampieren lassen und ihnen auch keine medizinische Versorgung hat zukommen lassen. Also das ist vielleicht jetzt eher eine politische Antwort als eine wirklich fachliche oder soziologische. Aber ich glaube, das hat Stefan ja letzten Endes auch angedeutet, es gibt ja sozusagen einen Moment der Grenze, das könnte man Dehumanisierung nennen. Also Leute, die auf der anderen Seite der Grenze leben, können häufig in der Perspektive derer, die auf sozusagen der Seite des Territoriums, das diese Menschen nicht will, als anders, als different wahrgenommen werden. Und da gibt es eben auch sozialpsychologische Studien dazu, dass die Bereitschaft, diesen Leuten eben Hilfe zu verweigern, viel, viel größer ist, wenn es eine harte Grenze da ist, weil sie als anderer Typus klassifiziert werden. Und das ist das Problem, glaube ich, mit diesen harten Grenzen, dass wir ein Stück weit vielleicht von dieser humanitären oder humanen Perspektive doch verlieren und aufgeben, weil wir die anderen eben als, ja, wie soll man sagen, als Fremde doch nur noch wahrnehmen können und nicht mehr als Gleiche, auch Menschen mit gleichen Ansprüchen, mit gleichen Rechten und auch als Menschen sozusagen mit gleichen humanitären Bedürfnissen. Merci Stéphane. En fait, je reviens en arrière dans notre discussion et c'est vrai que si je faisais la comparaison tout à l'heure entre Erich Honecker comme symbole
Et les dirigeants européens qui veulent empêcher les arrivées de migrants, bien sûr, dans un cas, ça allait pour sortir d'un territoire et dans l'autre pour rentrer. Le géographe est bien sensible à la différence, mais justement, c'était la déshumanisation, en fait, dans les deux cas que je voulais surtout souligner. C'est-à-dire que la décision politique était d'abord fondée sur le fait qu'on ne considérait pas celui qui franchissait la frontière comme un être humain digne de ce nom et on pouvait le tuer. C'est ça le point commun. Voilà. Et voilà, c'est... Avant de passer la parole, je voudrais prolonger la question que je viens de poser sur Merkel pour que vous nous expliquiez, en fait, parce que ça n'est pas clair, pour moi-même ça n'est pas clair, quel est aujourd'hui le rapport, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne, mais peut-être pour la France, ce serait la même chose, justement, à ses propres frontières. On voit bien, je trouve, dans le débat de ces derniers jours, sur, à l'occasion de l'arrivée d'un nombre important, enfin, qui n'est pas non plus comparable à ce qui se passait en 2015, mais en tous les cas plus important qu'il y a quelques mois, donc de migrants à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, qu'il y a tout ce débat sur faut-il instaurer des contrôles à la frontière. Le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer, s'est exprimé sur le sujet la semaine dernière, oui, c'était mercredi dernier, en disant qu'il était contre la fermeture de la frontière. Sur place, j'évoquais mon passage, j'étais à Francfort-sur-l'Oder. Il y avait évidemment, enfin je dis évidemment, oui, d'une certaine façon, des élus régionaux du parti d'extrême droite AfD qui étaient là, qui disaient de toute façon cette frontière est une passoire, enfin le discours classique sur voilà. Mais d'un autre côté, on voyait quand même, et les migrants qui étaient là, s'ils étaient dans le centre de rétention de Eisenhüttenstadt où j'étais, c'est aussi parce qu'ils avaient été cueillis par des policiers. Donc les contrôles à la frontière existent aussi. Ce sont des contrôles volants. Donc on a l'impression qu'on est dans une situation très hybride en fait aujourd'hui, par exemple à l'intérieur de l'Union européenne, avec à la fois, et je m'exprime sans doute pas clairement, et j'aimerais que vous nous le disiez, voilà, avec à la fois une sorte de délégation par les pays membres de l'Union européenne de la gestion à des pays extérieurs, enfin, ou à des pays qui sont frontaliers des frontières extérieures de l'Europe, comme la Pologne, par exemple, l'Italie, d'un certain nombre de tâches qu'ils ne veulent pas faire, mais tout en assumant, sans assumer véritablement, un certain nombre de tâches eux-mêmes, comme ces contrôles volants à la frontière. Voilà. Quelle est la situation exactement? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Ja, es gibt ja sozusagen die Möglichkeit für EU-Länder temporäre Grenzkontrollen einzuführen. Und es war auch eine Illusion zu glauben, dass Schengen sozusagen das Ende der Grenze oder der Binnengrenzen bedeutete. Dann mit der Einführung von Schengen hat man ja sowas erfunden, was man mobile Grenzkontrollen nennt. Also, dass man bis 30 Kilometer im Inland kontrollieren kann und auf allen Verkehrswegen, Verkehrsknotenpunkten in Zügen. Also mobile Grenzkontrollen ist ja schon ein paradoxer Begriff, weil man ja die Grenze in der Regel mit etwas Fixiertem oder mit einer Linie verbindet. Und im Moment ist sozusagen all das, was die europäischen Mitgliedstaaten machen, schon eine Hybrid-Situation, weil wir keine Masterlösung haben für den Umgang mit globaler Migration, auch mit sozusagen mit der Bewegung von vielen Menschen. Es gibt Vorbehalte in vielen europäischen Mitgliedstaaten, also jetzt nicht nur in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten gegenüber der Aufnahme von Migrantinnen und Migranten. Und es gibt sozusagen Interesse auch an Grenzschutz, aber es gibt gleichzeitig Befürchtungen davor, sozusagen die eigene Illiberalität an der Grenze zu sichtbar zu machen. Zum Beispiel die Aktivitäten von Frontex sind ja nicht nur Experten lange Zeit bekannt gewesen. Das ist ja jetzt nichts Neues, dass jetzt Pushbacks vorgenommen werden oder dass auf hoher See auch Leute letzten Endes in Seenot nicht gerettet werden, sondern das ist etwas, was die europäische Gesellschaft in gewisser Weise stillschweigend in Kauf nimmt. Auch die Vorwürfe gegenüber
Orban, dass er einen Grenzzaun baut, die waren ja nicht so laut, dass man ihm das verboten hat, sondern man hat das irgendwie hingenommen. Und das ist in gewisser Weise eine Schizophrenie, weil man sagt, ja, man weiß irgendwie, dass man die Grenze gerne haben möchte und braucht, aber sich einzugestehen, dass ein konsequenter Grenzschutz letzten Endes eine Verletzung ganz vieler liberaler Prinzipien, auf denen unsere Gesellschaften beruhen, mit sich bringen würde. Das haben wir bis heute noch nicht durchdiskutiert. Und wenn man das nochmal ein Stück weiter dreht, dann ist natürlich die nächste Frage die der Klimaflüchtlinge. Die steht vor der Tür. Und bei der Klimaflüchtlinge-Frage kann man jetzt nicht sagen, das ist ein Bürgerkrieg in Syrien, sondern da ist der globale Norden Hauptverursacher der Tatsache, dass für viele Menschen keine Lebensgrundlage mehr gegeben ist aufgrund von Dürre oder Hochwasser oder Umweltkatastrophen. Und wie kann man diesen Menschen legitimerweise das Recht versagen, sozusagen ihren Lebensort, ihren Lebensmittelpunkt zu verlegen, wenn man selber einer der Hauptverursacher dieses menschengemachten Klimawandels ist? Das ist eine unglaublich schwierige Situation. Es gibt in Deutschland Herr Schellenhuber, ein bekannter Klimaforscher, der zum Beispiel so etwas vorschlägt wie ein Klimapass, angelehnt an den sogenannten Janssen-Pass, der 1922 erfunden wurde von Fridtjof Jansen, ein norwegischer Polarforscher und ein UN-Kommissar. Und die Idee ist, der hat das damals für russische Flüchtlinge, die die Sowjetunion verlassen mussten, erfunden, weil die staatenlose Menschen wurden. Die Idee war sozusagen über Kontingente solche Pässe zu vergeben und Menschen dann ein Aufenthaltsrecht in anderen Ländern zu verschaffen. Und ich glaube, so etwas müssen wir diskutieren, wenn wir über Klimaflüchtlinge der Zukunft sprechen, die sicher nicht erst in 20 Jahren vor unserer Tür stehen werden. En tout cas, les dispositifs sont prêts. Voilà, pour les refouler, et ça ne fera que légitimer. Il y aura toujours une opinion publique pour souhaiter les refouler, et les dispositifs existent pour les refouler. Donc, il n'y aura pas de rupture si je regarde la frontière elle-même. Je voulais rappeler aussi l'expression de frontière mobile qui a été créée, qui est plus ou moins discutable, mais qui est quand même intéressante pour souligner que puisque les contrôles frontaliers avaient lieu de plus en plus dans le territoire, les frontières étaient mobiles, mobile borders en anglais, et c'est cette expression très contemporaine, elle exprimait un petit peu la nouveauté du contrôle qui s'étend partout sur les territoires. Est-ce que c'est vraiment la frontière qui est mobile? Après, le géographe aussi s'intéresse à la ligne, et bon, elle ne bouge pas la ligne. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, je rappelle que celles et ceux d'entre vous qui nous suivent en ligne peuvent intervenir. Pour l'instant, nous avons peu d'interventions, surtout des remarques notamment de Christian Jacques et Gilbert Merliot, qui font écho au débat que vous aviez tout à l'heure, en rappelant que la différence entre ce qui se passait, entre la situation de la RDA et la plupart des cas de figure aujourd'hui, c'est comme vous l'avez rappelé, que RDA, c'était surtout la population qui était empêchée de sortir de son pays. C'est le sens inverse, quoi, en quelque sorte. Mais pour vous dire que vous pouvez continuer à poser des questions en ligne, et également dans cette salle, évidemment, où un micro est à votre disposition. Oui, bonjour, Anna Katemer, je suis résidente ici à la maison et doctorante en architecture. Je travaille sur les clôtures dans l'espace public à Paris et à Berlin. Et là, je travaille notamment sur la clôture des espaces verts, c'est-à-dire des parcs urbains. Pourquoi en France, ils sont tous clos, il y a des horaires d'ouverture. Par contre, en Allemagne, ils sont notamment tous ouverts. C'est un peu le cadre de ma recherche. Je vous cite vous deux, donc je connais un peu votre travail. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est votre approche méthodologique. Et là, en tant qu'architecte, je travaille beaucoup avec les dessins. Comment le dessin en soi peut créer de la connaissance. Et oui, je veux bien avoir votre opinion un peu comme là-dessus, parce que je sais que c'est assez controverse de mobiliser les dessins en tant que knowledge production.
Et en plus, mais c'est moins scientifique, c'est plutôt cette idée de recherche-action qui est assez présente en France, je pense. Comment moi, en tant qu'architecte, je conçois une frontière ou comment si j'ai cette tâche dans mon agence, je ne sais pas comment je suis y arrivée, mais comment je peux les concevoir ou qu'est-ce que je fais. Ouais. Je dirais une chose, c'est que la frontière, donc on en a parlé juste avant votre question, c'est une ligne, et à partir d'une ligne, ben, se déploient les dispositifs en profondeur. Ça peut aller plus ou moins loin. Je note quand même qu'il y a toujours des points communs qui vont des zones de mobilité restreinte, de déplacement restreint. En général, vous approchez de la frontière et il y a les panneaux circulaires rouges, blancs à l'intérieur. Et là, ça veut dire que normalement, vous n'avez pas le droit de rentrer. De ce que j'ai fait plusieurs fois sur plusieurs frontières en jouant les ignorants. J'ai été contrôlé par la police des frontières sur différents sites, mais j'allais voir directement la ligne, voir comment ça se passait. Ça, c'est des dispositifs. Donc, il faut toujours imaginer un complément, la ligne officielle et le dispositif en profondeur. Et en général, plus la frontière est fermée, plus les dispositifs sont profonds. Il y avait le cas de la Russie qui était assez intéressant. Un de mes collègues russes, Vladimir Kolosov, qui soulignait qu'aujourd'hui, dans la Russie de Poutine, les dispositifs frontaliers et les zones de restriction étaient plus profondes encore qu'à l'époque de Staline. Donc en général, c'est un indice. Quand vous êtes à plusieurs kilomètres de la frontière et qu'arrivent déjà les contrôles, les herses sur les routes ou les chevaux de frise, vous voyez, pour empêcher les voitures de passer, etc. Là, vous êtes sur un indice de frontière très surveillé. Et voilà. Donc, dites-moi à quelle distance commencent les contrôles et je vous dirai à peu près quel est l'état de la frontière. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais peut-être Stéphane. Peut-être aussi sur votre méthode. Ben, en tant que géographe, on a simplement placé les éléments sur les cartes. Je ne saurais quoi vous dire d'autre. Nous, on travaille sur les cartes parce que personne ne l'avait fait. Il y avait très peu de cartes des murs. On a vu d'abord les graphiques chronologiques. Ils sont apparus les premiers, mais les cartes étaient très rares ou alors très mauvaises. En ce sens que ça mélangeait les murs à Belfast. Il y avait des cartes comme ça, les murs à Belfast, les murs en Israël. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas du tout la même chose. On peut pas cartographier les gated communities et les frontières. C'est des phénomènes différents, même s'il y a beaucoup d'analogies. Donc la méthode a été pour nous, pour ce que je vous ai montré, de ne prendre que les barrières sur les frontières. C'était la méthode. Après, il y avait des cartes effectivement qui mélangeaient Belfast et États-Unis-Mexique. Et moi, j'étais complètement contre en disant c'est pas la même chose. Là, il faudrait faire des cartes, des gated, mais on peut pas faire une carte des gated communities dans le monde tellement il y en a. C'est plus possible. Ça serait voilà. C'est plus possible. On peut encore arriver à faire une carte des frontières avec des barrières. Et puis bientôt, ça sera simplement la carte des frontières qui sera celle des barrières. Non, j'exagère. Ça sera pas tout à fait possible. Mais on se rapproche quand même de cette situation. Le seul obstacle, je dirais, pour qu'il y ait une superposition complète entre les barrières et les frontières, c'est le coût. Parce qu'on n'a pas assez peut-être insisté là-dessus. Ça coûte quand même très cher. Quand c'est pas cher, c'est 1 million d'euros ou de dollars. Mais 1 contre 1,10, c'est pas, la différence n'est pas énorme. 1 million d'euros le kilomètre, c'est pas trop cher, ça monte jusqu'à 3 ou 4 millions de kilomètres. Et vous multipliez ça par 25 000 kilomètres de frontières, c'est même plus. Aujourd'hui, on est autour de 27, 28 000 dans nos bases de données à l'université, là, 27, 28 000. Donc, on est en milliards d'euros de dépensés. Et donc, à un moment, il va y avoir une tension entre ce besoin de protéger l'extérieur et de soigner l'intérieur. On parle beaucoup de care. Et c'est du care en moins, c'est du soin en moins pour les écoles, les maisons de retraite, les universités. Donc là, il y a un problème. C'est de l'argent qu'on dépense. Par ailleurs, effectivement, comme il existe toujours une échelle supérieure à la hauteur du mur et qu'on peut toujours contourner, c'est de l'argent qu'on jette à la mer.
En fait, ça sert à rien. Alors moi, j'ai visité Coquel, le centre du shuttle, la navette qui va là en Angleterre, le tunnel sous la Manche, et c'est le chef du service de sécurité, je pense que je trahis aucun secret d'État, qui nous expliquait qu'un migrant qui veut passer, passe. Alors, à partir de là, on se pose la question, on comprend bien qu'ils soient obligés de mettre des barbelés pour protéger les machines, les locomotives, etc. Mais jusqu'où on va aller à dépenser, à mettre des caméras, de l'optronique, mélange d'optique et d'électronique, optronique, parce que ça coûte très très cher. Et nos écoles et nos maisons de retraite, enfin là, il y a un problème encore social très important. Jusqu'où on va aller dans cette dépense? Excusez-moi, je vous coupe la parole, c'est juste parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et je voudrais que vous puissiez poser tous vos questions. Si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Mao. Ja, dann fasse ich mich kurz. Ich arbeite auch in einem Großprojekt, das heißt Refiguration von Räumen. Da sind auch Architekten und Landschaftsplaner dabei, unter anderem Philipp Misselwitz, der sich mit Lagern von Geflüchteten in unterschiedlichen geografischen Räumen beschäftigt und auch als Architekt versucht, sozusagen diese Formate dazu zu entdecken. Wir selber arbeiten, also wir sind in Archive gegangen, machen auch Interviews, aber wir haben auch Datensätze kreiert, wo wir Fernerkundungsdaten, Google Earth, um überhaupt diese Grenzen zu rekonstruieren, genutzt haben, bis hin zu so historischen Daten, zum Beispiel zu diesen Visumbefreiungen. Da gab es überhaupt keine Daten aus den 60er Jahren. Wenn man alle mit allen Ländern kombiniert, hat man eben 200 mal 200 Länder. Das sind dann 40.000 Datenpunkte, die noch und so weiter. Also das ist, da muss man dann versuchen, das alles nachzurecherchieren oder auch für Länder, für Finnland und Österreich haben wir das über die Zeit gemacht, weil viele Länder rausfliegen, sozusagen aus der Visumbefreiung, andere reinkommen und man weiß gar nicht, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Also sowas haben wir gemacht und jetzt haben wir diesen Datensatz zu diesen Grenzinfrastrukturen im Prinzip versucht zu bauen. Das ist ein Datensatz, der wird jetzt auch demnächst öffentlich. Also das sind alles Datensätze, die eigentlich relativ einfach sind. Die kombinieren wir zum Beispiel mit Makroindikatoren, zum Beispiel zum Wohlstandsniveau in den Ländern, zur dominanten Religion, zu Fragen des politischen Systems, um zu gucken, wo eigentlich harte Grenzen vorhanden sind. Eigentlich so ähnlich wie Sie das gemacht haben. Also das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Danke. Madame, puis Monsieur. Vous parlez des nouvelles frontières dans leur diversité, dans leur inégale porosité, dans leur développement futur. Mais ne croyez-vous pas que la résistance des images mentales des anciennes frontières soit au-dessous de tout ça? Parce que moi, j'ai le sentiment, j'ai été géographe, que le bel hexagone rose de la France reste tout de même dans la plupart des consciences. Alors, ce bel hexagone qui protégeait contre les radiations nucléaires, notamment, je pense qu'il est encore dans le mental. Je prends l'exemple français, mais en Europe, les frontières ont été suffisamment sanglantes pour exister certainement dessous les configurations actuelles. Merci. Peut-être on peut enchaîner avec ce que vous dites, si vous réagirez, vous répondrez en fonction. Merci, madame. Je voudrais juste demander, il y avait le mot archaïque. Est-ce que les grands exemples pour les frontières et pour les fortifications des frontières, les limes des Romains en Europe et le grand muraille de Chine, est-ce que dans les anciens temps, les gens avaient les mêmes motivations qu'aujourd'hui ou il y a une rupture? Est-ce que c'était la différence entre barbares et personnes civilisées? Ou est-ce qu'il y a une comparaison possible ou il y a des phénomènes tout à fait nouveaux? Allez-y, l'un ou l'autre.
Une comparaison paraît possible, oui. Alors c'est vrai que dans le cas du mur d'Adrien en Écosse, on m'a expliqué que c'était surtout symbolique, c'était pour montrer une présence, la présence romaine, mais qu'en fait c'était pas du tout militaire. Mais d'ailleurs les frontières d'aujourd'hui ne sont pas militaires non plus, elles sont largement symboliques. Donc je pense que quand même une comparaison est possible. C'est pas les mêmes temps, c'est pas les mêmes problèmes, mais quand même il y a pas mal d'analogies. Alors c'est vrai que la muraille de Chine aussi, c'était une succession de lignes, mais les barrières en cascade que décrivait Stéphane, qu'est-ce que c'est? On les retrouve en Macédoine, on les retrouve à la frontière serbe-hongroise, on la retrouve donc on a aussi une succession de lignes. Donc je pense que les éléments de comparaison sont forts quand même si les historiens peuvent noter des différences, il y a quand même des points communs. Stéphane Mau, sur cette question? Ja, ich glaube, ein Unterschied zur Vergangenheit ist, dass es eine unglaublich starke sozusagen Fixiertheit von Grenzen heute gibt, eine räumliche Fixiertheit. Also gibt auch Studien dazu, die zeigen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg sich Grenzen nicht mehr verschoben haben oder ganz wenig. Es gibt immer noch Grenzkonflikte, aber im Vergleich zu der Zeit davor, da sind Grenzen permanent gewandert. Die Umrisse von Staaten haben sich permanent verändert. Auch sozusagen Imperien haben versucht, Räume zu erobern. Das war sozusagen das ganz zentrale sozusagen Motiv, dass man die Grenze zu eigenen Gunsten verschieben kann. Und seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es eben die große Grenzfixität. Und da geht es nicht mehr um das Wo der Grenze, sondern um das Wie der Grenze. Und das hat sich dann auch gewandelt von der militärischen Funktion zu so einer starken Filterfunktion. Also sortieren, wer und was legitimerweise unter welchen Bedingungen die Grenze überschreiten darf. Das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied zur Vergangenheit. Aber in den Infrastrukturen, in den Technologien gibt es noch Ähnlichkeiten mit der Vergangenheit. Das würde ich schon sagen. Rapidement, parce que je voudrais... Allez-y. Il y a en même temps une militarisation des frontières actuelles qui a été soulignée par des chercheurs américains qui montrent qu'on rentre dans une logique de militarisation de ces frontières. Et donc, on pourrait en discuter longtemps sans doute. Mais... Une question de Nicolas Bignon, qui nous écoute en ligne, qui nous regarde en ligne. Que pensez-vous des frontières mouvantes, changeantes selon le pays, de l'internaute qui utilise Google Maps? C'est vrai que on n'en a pas trop parlé, c'est peut-être un peu périphérique, mais ça pose quand même la question aussi de où se situent les frontières. Il cite la Crimée, Tibet, Mauritanie, selon le moteur de recherche qu'on regarde, où voilà, on n'a pas la même localisation de la frontière. Une réponse là-dessus? C'est un autre sujet, hein, c'est une autre conférence, mais c'est vrai que les moteurs de recherche montrent la frontière toujours en accord avec la vision du pays où on allume son écran. Voilà, comme ça, ils se mettent toujours ils recherchent les bonnes grâces du pouvoir local. Et on change de pays, mais je crois qu'on disait vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Enfin, je crois que c'était Pascal. Internet, c'est pareil. Les frontières, elles sont placées. Si vous allumez votre ordinateur dans une région X, on va vous montrer des frontières comme ceci, et vous les allumez dans une région Y, on va vous les montrer ailleurs. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais les moteurs ne sont jamais que les représentations des visions officielles. Ja, nur ein Satz. Also in der DDR, in der Schule, gab es auch eine Karte der DDR und West-Berlin war immer ein weißer Fleck. Also da hörten alle Straßen auf, es zeigte sich nichts. Also man konnte auch gar keine räumliche Imagination gewinnen. Ich habe mal eine Studie gelesen, wo Leute in Ost- und West-Berlin gefragt wurden, die da aufgewachsen sind, welcher Stadtteil eigentlich der größere war. Und sie haben immer jeweils den eigenen beschrieben. Une question de la frontière, mais c'est aussi la représentation de la frontière, qu'elle soit cartographique ou voilà. Une question au fond de la salle. Hallo, schönen Abend. Vielen Dank für den sehr informativen Vortrag. Ich habe eine vielleicht etwas naive Frage. Und zwar haben Sie sowohl über Grenzen als Symptom als auch Grenze als Ursache gesprochen. Und Grenze als Ursache beinhaltet all die desaströsen Folgen, die Sie angesprochen haben, nämlich dass Grenzen Ungleichheiten schaffen, Mobilitätsungleichheiten global. Allerdings, was das Symptom betrifft, auch, dass Grenzen gerade auch durch globale Ungleichheiten überhaupt erst entstehen. Da kam die Analogie mit Gated Communities ins Spiel. Und meine naive Frage, und ich weiß, Sie sind beide Wissenschaftler,
an Sie wäre, was würden Sie denn Politikern und Politikerinnen raten, wenn sie sich entscheiden müssten zwischen zwei Empfehlungen? Die eine wäre Grenzen abbauen und die andere wäre Ungleichheiten abbauen. Wirtschaftliche Ungleichheiten. Danke sehr. Ja, da würde ich natürlich erstmal die Ungleichheitsfrage, um dann in Folge die Grenzfrage natürlich auch verändern zu können. Aber wenn man mich fragt, also manche Leute haben dann gesagt, das Buch ist so dunkel und man sieht gar nichts Positives mehr. Und bei Stefan hörte sich das letzten Endes auch so an. Ich glaube, dass wenn wir über diese Mobilitätsfrage sprechen und natürlich auch das verbinden müssen mit der Klimafrage, also Reisen, Fliegen ist ja auch eine sehr klimaschädliche Aktivität, dann müssen wir über eine multipolare Welt nachdenken. Also die meiste Mobilität findet sozusagen in der Region statt. Und wenn wir offene Mobilitätszonen hätten in Afrika, in Südostasien, in Lateinamerika, in Europa, dann würde die Situation ein bisschen anders aussehen. Da hätte man nicht diese starke globale Gefälle in den Mobilitätsmöglichkeiten, sondern man hätte regionale Zonen. In Europa ist es eher so, dass die allermeiste Mobilität sozusagen innereuropäisch ist. Für Deutschland kann man sagen, dass die ersten 19 Länder, in die Deutsche reisen, sind europäische Länder. Dann erst kommt die Türkei und dann kommt Ägypten. Das heißt, wenn man das so sieht, dann müsste man eigentlich verhindern, dass es so eine starke globale Hierarchisierung auch durch die Vorverlagerung von Grenzkontrolle gibt, dass Leute im Niger oder in Mali nicht mehr frei sich mobil verhalten können, weil es europäische sozusagen Grenzschutzinteressen gibt. Wenn man solche Cluster hätte von Regionen, dann, glaube ich, wäre die Welt schon ein Stück weit offener und vielleicht auch ein Stück weit gerechter. Juste en 2 mots, il me semble que c'est pas la frontière qui produit l'inégalité. D'ailleurs, entre l'Autriche et l'Allemagne, on a un niveau de vie comparable. Entre le Mali et le Niger, un niveau de vie comparable. Je dirais que c'est la barrière, quand elle existe, qui reproduit la logique des gated communities. C'est une petite nuance. Maintenant, vous avez posé la question que j'attendais, et on me l'a déjà posée en conférence. Si vous étiez au pouvoir, Monsieur Rosière, vous avez l'air si malin, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est vrai que la question est difficile. Alors, ma réponse est simple, je suis libéral, mais vraiment libéral, c'est-à-dire que je suis pour l'abolition universelle des visas et la liberté de circuler, parce que si les gens rentrent, ils pourront aussi ressortir. Et il y aura une mobilité. Il me semble que quand les Européens et les Allemands vont dans un pays, ils n'y restent pas 60 ans ou 50 ans. Ça arrive sûrement, mais ils rentrent chez eux, ils aiment bien chez eux. Et moi, je connais aussi des Algériens en France, ils aiment bien leur pays, ils ont envie d'aller y passer leur retraite, même s'ils ont passé des années ici. Donc, c'est une vraie question. J'ai réfléchi longtemps. OK, je serais vraiment libéral, mais vraiment au sens politique. Et je suis pour l'abolition des visas. Et les gens auront le droit de circuler, et on verra le résultat. Je vous invite à voter pour moi. Dernière question, peut-être. Allez, toute dernière question, s'il y en a une. Je veux frustrer personne. Allez-y. Attendez le micro. Est-ce que quand on parle de frontières, on ne parle pas de périphérie? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez... Je veux dire, par exemple, j'ai travaillé dans l'Aisne et j'avais confié à une étudiante en géographie de Reims qui s'appelle Laurence Battistetti, Fêtes et festivals dans l'Aisne. Il y a des choses qui sont intéressantes à étudier. La diffusion de ces fêtes et de ces festivals aux périphéries. Et est-ce qu'il y a un vote politique des initiateurs des fêtes? Je ne sais pas ce que vous en pensez. La catégorie périphérie est quand même beaucoup plus large que la catégorie frontière. Là, on s'est intéressé, je pense, à l'objet qui délimite les territoires des États. C'est déjà un sujet assez vaste. Et c'est vrai que la notion de périphérie renvoie centre et périphérie. C'est d'ailleurs une notion courante en géographie, peut-être en sciences politiques aussi. En tout cas, le débat ce soir portait juste sur les frontières des États, et la notion de périphérie, elle est immense. Alors, je n'ose pas rentrer alors que c'est la fin du débat dans le sujet. En tout cas, les frontières, c'est bien une périphérie, mais ça peut être un lieu central en termes de défis, en termes de problèmes. Et là, aujourd'hui, les frontières dont on a parlé, elles ne sont plus une périphérie, elles sont au cœur du monde, elles sont au centre du monde. Et ça, c'est un retournement.
Vous voulez dire qu'il faut une frontière temporelle à un débat, c'est ça? Je crois. Eh bien, c'est l'occasion je pense, de terminer cette discussion. Je voulais surtout remercier aussi nos deux interprètes qui ont aboli la frontière linguistique parmi nous, entre nous ce soir. Et bien sûr, nos deux invités, et puis la maison Heinrich Heine de Madame Deussen pour votre accueil toujours chaleureux, et le public. Merci, bonsoir.